Chose d'important pour nous de présenter l'école. C'est assez, il y a beaucoup de conférences qui ont été faites sur l'école, mais là il nous a semblé important de demander à Nico Hirt de venir un petit peu éclairer de ses savoirs ce qu'il a mis aujourd'hui sur le plan européen et aussi sur le mondial en fait. Parce que en fait, c'est ce que l'on relève au niveau européen, ce sont des directives qui donnent quand même une certaine vision de l'école qui est tout à fait semblable dans tous les pays européens. Donc ça, ce sera Nico Hirt qui le présentera tout à l'heure. Donc Nico Hirt, je le présente, hein, c'est un professeur de physique en Belgique et un grand connaisseur du sujet sur la privatisation, en fait, la marchandisation de l'école, parce que la privatisation de l'école, c'est un mot on ne peut pas l'employer en fait. C'est là où l'astuce est suprême. On va toujours défendre l'école de qualité. Juste une espèce de contradiction en France, on dit qu'on a supprimé 80 000 postes et c'est pour améliorer le système. Vous voyez un petit peu le type de contradiction dans lequel on se trouve. Et donc, voilà, c'est pour montrer un petit peu ces contradictions, montrer qu'est-ce que c'est que cette façon d'observer les réformes au niveau scolaire, au niveau de la France et au niveau européen, ce sont à peu près les mêmes. Juste une parenthèse, en France, on connaît le socle commun des connaissances, et au niveau européen, c'est le socle minimum. Donc vous voyez, ce sont deux choses semblables qui sont quand même l'ossature, qui forment l'ossature de la marchandisation de l'école. Alors la marchandisation de l'école, comment ça se fonctionne en France? Eh bien, je crois que pour les gens... Parce que c'est un petit peu technique, hein, donc là je présente très brièvement, mais je crois que Nico Hirt le présentera d'une manière beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise tout à l'heure, parce que c'est un grand spécialiste de la question. Donc je termine un petit peu de dire qui il est. Donc, il est agrégé de sciences physiques et membre fondateur de l'APED. L'APED, c'est un appel pour une école démocratique. Et il est rédacteur en chef de la revue L'École démocratique. Et il a écrit dans le monde diplomatique que tout le monde connaît, je crois. Ça veut dire qu'il est très intéressé par ce sujet-là et il a quand même une réflexion qui est reconnue par tous. Voilà. Alors je disais tout à l'heure qu'au niveau de l'école, on ne peut pas dire voilà, on va privatiser. C'est absurde. Donc ce que l'on fait au niveau français ou au niveau des autres pays, je pense que c'est pareil, c'est ce que l'on appelle l'autonomie. L'autonomie, aujourd'hui, le grand mot, c'est ça. L'autonomie des établissements. Le chef d'établissement va, pour des raisons pratiques, recruter des enseignants localement, etc., etc. Et ensuite, il gérera les moyens. C'est déjà le cas. Il gérera aussi les personnels. Et après, il aura des projets pédagogiques particuliers, adaptés selon les situations. Donc, nous sommes tous, me semble-t-il, attachés à l'école que l'on a connue, l'école républicaine, l'éducation nationale. Qu'est-ce que c'est que le fondement même de l'éducation nationale? Eh bien, c'est un des services, enfin, une institution publique, et le service public qui est dispensé là, qu'est-ce que c'est? Ça répond quand même à la définition du service public auquel en France nous sommes très attachés. Alors juste pour préciser, les fondements même du service public, c'est quoi? Eh bien c'est les mêmes droits pour tout le monde, où que l'on soit sur le territoire. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve, on se doit d'avoir le même service public. C'est pourquoi ce sont des monopoles d'État. C'est pourquoi un service public doit être géré par l'État. Alors l'école, ça en est un, il doit être géré par l'État, mais il y a l'hôpital aussi, il y a beaucoup d'autres services publics qui sont en souffrance aujourd'hui. Il y a la Poste qui a été privatisée. Non, pardon. On a ouvert son capital. EDF, c'est pareil. Aujourd'hui, pour financer EDF, on va privatiser les barrages. L'autre jour, quand on a fait les films avec Gilles Perret, dans ce film-là apparaissaient les gens qui ont construit les barrages en Haute-Savoie et en Savoie, qui ont donné une richesse à la France. Souvent, ils sont morts pour ça. Parce qu'après les années 50, il fallait relancer la machine, après que la France ait été ruinée.
Il y a eu des hommes courageux qui ont fait le Conseil national de la résistance et qui ont créé les Jours heureux. Et ces gens-là ont pensé qu'il fallait donner à la France le moyen d'être autonome et de créer des richesses. Donc, il était nécessaire d'avoir de l'énergie, d'être indépendant, et ils ont beaucoup investi dans la construction de barrages pour avoir une certaine autonomie. Et aujourd'hui, pour des raisons financières, pour des raisons de dette, etc., tout ce qu'on ressasse aujourd'hui, eh bien, il va falloir équilibrer les budgets. Il va falloir rembourser la dette. Je ne sais trop quel système on va employer, et donc on va privatiser les barrages. Eh bien, cette logique-là, elle est à l'œuvre aussi dans l'enseignement. Donc la conférence de ce soir a pour but de montrer comment cela agit. Alors, après je vous dirai deux mots avant de passer la parole à Nicolas, Nico, avant de passer la parole à Nico tout à l'heure, je vous dirai deux mots de qui nous sommes, vous connaissez un petit peu, de ce que l'on va faire, de ce que l'on attend un peu, des événements qui vont se passer, notamment on va faire un événement gruyère, vous voyez, des choses comme ça, je vous en parle tout à l'heure. Je voulais, pour bien montrer la privatisation de l'enseignement, je vais vous lire deux textes en fait. Deux textes qui, me semble-t-il, sont extrêmement importants. Extrêmement importants parce qu'ils sont anciens. Ce que va dire Nico certainement, c'est que tout est écrit. On n'est pas capable d'aller lire ou qu'on ne croit pas ce qui est écrit, c'est ça. Et les gens qui l'écrivent, ce sont des gens responsables. C'est pas un hurluberlu, c'est pas quelqu'un qui est de la théorie du complot, vous voyez, par exemple. C'est quelqu'un qui est dans les instances dirigeantes. Et là, il s'agit d'un texte de M. Christian Morrison. Christian Morrison, il faisait partie des personnes, un haut commissaire de l'OCDE, chargé de l'aménagement de l'éducation au niveau mondial. Donc ce texte-là s'est appliqué, bien entendu, dans les pays dits sous-développés, hein, les pays africains essentiellement, et la politique qui était mise en avant, c'était pareil, c'était la dette qui permettait de s'approprier la richesse du pays. C'est toujours la même chose. Et aujourd'hui, nous vivons, nous, donc ça nous apparaît un peu plus clairement. Mais cette logique-là, c'est la même. C'est la logique ultralibérale que Naomi Klein décrit bien dans son livre « La stratégie du choc ». Hein? Toujours pareil, on crée un choc et après on oblige tout le monde à donner les bijoux de famille. Hein? Donc on a déjà vu en France que ça avait marché, puisqu'on est obligé de vendre, on est obligé d'ouvrir le marché de l'énergie, etc., parce qu'on ne peut plus payer. La sécurité sociale, c'est pareil. Vous voyez, on met un déficit, et puis après, bon, il faudra bien ouvrir ça au privé. Bien pour l'école, c'est la même chose. Donc voilà, ce texte de M. Christian Morrison, il s'appelle « La faisabilité politique de l'ajustement ». Alors, c'est un responsable de l'OCDE, et il a publié ceci dans les cahiers numéro 13 de l'OCDE en 1996. Donc, oui, c'est pas neuf, hein, 1996. Alors je lis, hein, parce que bon, je crois que c'est éloquent. Ces mesures sont préconisées pour la libération commerciale. Mesures qui ne créent aucune difficulté politique. Je vous invite, à travers de ça, à avoir un petit peu l'ironie, mais je ne crois pas qu'il y avait de l'ironie dans ces propos. Pour réduire le déficit budgétaire, une réduction très importante des investissements publics ou une diminution des dépenses de fonctionnement ne comporte pas de risque politique. Donc, entre guillemets, réduire les déficits budgétaires. Vous voyez qu'aujourd'hui, on les crée. Hein. Si l'on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de services, quitte à ce que la qualité baisse. C'est beau ça, hein? C'est écrit. On peut réduire par exemple les crédits de fonctionnement aux écoles et aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d'élèves d'étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus d'inscription de leur enfant, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l'enseignement. Et l'école peut progressivement et ponctuellement obtenir une contribution des familles ou supprimer telle ou telle activité. Cela se fait au coup par coup, dans une école, mais pas dans l'établissement voisin, de sorte que l'on évite un mécontentement général de la population. Voilà, ça c'était quelque chose qui était donné dans les cahiers numéro 13, que je vous invite à aller voir, ils sont encore disponibles. Et puis après, il y a un autre texte qui date de 2004,
qui va vous interpeller un petit peu, parce que je crois c'est par rapport au service public en général, le service public d'éducation, mais il parle de l'hôpital, il parle de la police, il parle de tous les services publics en général. Ce monsieur, c'est monsieur Renaud Dutreil. Renaud Dutreil, en 2004, était, on va dire, le chef de cabinet, je ne sais pas si c'est exactement le titre qu'il avait, de monsieur... Non, il était ministre de la fonction publique, pardon, et son chef de cabinet, c'était quelqu'un que vous connaissez très bien, qui s'appelle Éric Woerth. Et alors, il faisait une conférence à l'Institut Montaigne, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, à l'Institut Montaigne, c'est donc là où se trouve un laboratoire ultralibéral, hein, un think tank ultralibéral. Pourquoi c'est ultralibéral? Parce que tout ce qu'il propose, c'est la libéralisation du marché, hein, le marché libre. Alors voilà ce qu'il dit, à peu près, quoi. Hein. En France, le problème que nous avons est que les gens sont attachés à leur service public. En particulier, ils sont attachés à l'école, ils sont attachés à l'hôpital public, ils sont attachés à leur police. Il va donc falloir faire de grands audits pour communiquer que tout va mal, que nous sommes au bord de la faillite et que nous n'avons pas d'autre solution que de réformer pour sauver les services publics. Donc voilà, je vous invite à méditer ces textes. Bon, il est beaucoup plus long que ça, hein, bien sûr. Je ne vais pas non plus monopoliser la parole pour longtemps, mais c'est bien, ça montre bien la stratégie. C'est bien une stratégie qui est derrière. Et la stratégie, c'est penser. À un moment donné, dans les think tanks qui élaborent ces projets, tout est pensé, tout est écrit. C'est ça qui est bon. Et juste pour terminer avec ces généralités, il y a deux think tanks qui me semblent très importants. L'IFRAP, je ne connais pas exactement comment il s'appelle, et Fondapol. Fondapol, c'est une fondation. Le président de Fondapol, c'est Dominique Régnier. Vous voyez, ce monsieur, il est souvent sur les plateaux de télé. C'est un éminent expert qui se dit vaguement de gauche et qui défend des idées vaguement de gauche. Il se dit. Il est ultra-libéral. Et ce monsieur, il explique très clairement, dans 12 propositions pour 2012, ce qu'il faut faire pour améliorer, pour rendre performant notre pays. Parce que nous, c'est bien connu pour les gens de ces think tanks, on est arriéré, on refuse le changement, on n'est pas dans le progrès, etc., etc. Vous savez, on est abreuvé de ces paroles un peu, je me dirais, un peu stupides. Donc, le but des conférences comme celle de ce soir, et je remercie donc Nico de venir la faire ici, c'est de montrer qu'au contraire, le progrès, il est chez nous, il n'est pas chez eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est détruire pour faire du profit. Terminé. Et il l'écrit. Donc voilà, je vais laisser tout à l'heure la parole à Nico, mais je voudrais dire deux choses sur qui nous sommes. Là, nous sommes le Comité pour une nouvelle résistance CNR. Nous avons créé cette association en octobre 2010, après avoir fait un voyage mémorable. Hein. Les gens, il y en a dans la salle, ils pourraient en témoigner. Le 16 mai 2010, au plateau des Glières. Alors, au plateau des Glières, vous savez pourquoi il y a une réunion depuis l'année 2008? Bien tout simplement parce qu'entre les deux tours de l'élection présidentielle, il y a 5 ans, l'actuel président de la République a cru bon d'aller faire une petite tournée, si vous voulez, sur le plateau des Glières, je ne sais pas, peut-être pour rendre hommage encore que, je dirais plutôt pour utiliser une certaine image des résistances et de la résistance à son peuple. Ce qui corrobore un peu mes propos, c'est que, vous savez très bien, il y a eu la fameuse lettre de Guy Môquet, hein, je crois que vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et les gens ont été scandalisés. Il y a Walter Bassan, l'ancien résistant, il y a Gilles Perret qui est venu faire des films, qui est venu passer le dernier film de Mémoire d'ouvrier. Il y a d'autres personnalités, Raymond Aubrac. Alors j'en profite pour rendre hommage à Raymond Aubrac ici même, on en a parlé tout à l'heure, c'est un homme qui n'a jamais varié d'un iota par rapport à ce qu'il a pensé pendant la résistance et qui a toujours œuvré pour le bien de commun. Eh bien ces gens ont lancé un appel. Et dans les 10 jours qui ont suivi, ils ont dit voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils se sont téléphonés, 4 personnes ont téléphoné aux amis. Et ils se sont retrouvés à 1500 sur le plateau des Glières 10 jours après. Ça voulait dire que ça répondait à un besoin
Et quand ils n'avaient pas prévu de faire ça, quand ils ont fait ça, ils ont dit, voilà, il faut qu'on crée une association, et après, il y a eu les parrainages, etc., etc. Et chaque année, au plateau des Glières, il y a des personnes qui viennent faire des interventions de grande qualité. D'abord à Torrance-Glières en bas, et au plateau le samedi, et sur le plateau des Glières le dimanche matin. Alors il y a eu Serge Portelli en 2010, je pense que vous pourriez tous voir ça sur le net, il existe ce petit truc. Je trouve que ça résume beaucoup de choses. Il disait, juste pour résumer, il disait, nous ne sommes plus en démocratie. Nous ne sommes pas encore en dictature, nous sommes dans un état limite. Alors, l'état limite, selon lui, ça voulait dire, il empruntait cela à la psychiatrie pour dire qu'avant de passer à l'acte pour certaines choses, eh bien, on pouvait être dans un état limite. Soit on fait ça, soit on fait ça. Borderline, ça c'est... Voilà, mais c'est parce que je fais exprès de ne pas employer des mots. Alors, le but de ces interventions, c'est de faire prendre conscience aux gens qui sont sur le plateau, et chaque année, il y en a de plus en plus, c'est 3000, cette année peut-être il y en aura 10 000, et chaque année, il y a des intervenants différents. L'année dernière, d'autres interventions fortes, outre l'appel de Torrance-Glières du 14 mai, il y avait le professeur André Grimaldi, que vous connaissez peut-être, des hôpitaux de Paris. C'est un grand professeur, très attaché, qui n'a jamais fait de politique. Enfin, il a voté comme tout le monde, il avait une attitude cohérente, etc. Il a toujours été un citoyen responsable, mais il ne s'est jamais engagé dans les partis, il n'a jamais fait de conférences, etc. L'idée, c'est qu'il a préféré, il a devant la réforme hospitalière, enfin, quand je dis réforme, il faut comprendre contre-réforme, on est bien obligé d'appeler un chat un chat. Devant cela, il s'est insurgé et il s'est aperçu que cette réforme qu'on voulait faire passer, ça avait pour but de privatiser l'hôpital public et d'ouvrir au marché la santé publique. Donc il est venu expliquer tout ça à Torrance-Glières avec Pelou. Hein, Pelou, alors, c'est Patrick Pelou. Je confonds avec le rugbyman. Et après, il y avait aussi Daniel Mermet, que vous connaissez tous, hein, qui est venu faire une émission en haut, puis il y avait d'autres personnes, des personnalités très importantes. Et cette année, nous organisons un voyage, c'est notre élément fondateur de notre association, et chaque année, nous tenons à faire ce voyage-là, pour qu'on puisse aller se ressourcer, si j'ose dire. Ce mot-là, je n'aime pas tellement, parce qu'il est trop utilisé, mais pour les gens, vous demanderez à ceux qui ont participé à ça, quand on va en ce lieu, là, chaque fois qu'on y est allé, il y a eu une tempête de neige. Hein. L'année dernière, on avait des parapluies, il y avait ça de neige sur les trucs, on se gelait, peu importe. Mais il y a un silence total, on écoute religieusement et il n'y a pas d'incident. Je veux dire, les gens, il y a quelque chose qui se passe, une communion qui se passe, hein, une communion citoyenne, on va dire, pour ne pas confondre avec l'autre. Et je crois que ça marque les esprits, même si nous savons que ce qui va être dit, nous savons à peu près ce qui va être dit. Ça nous recharge les batteries et ça fait du bien. Alors, je vous invite à prendre les documents qui sont au fond de la salle, parce que nous tenons vraiment à faire ce voyage-là. Et bon, il faut être nombreux pour qu'on puisse remplir le cadre. Sinon, on sera peut-être obligé de l'annuler. Voilà, donc, autre élément, et après je passerai la parole à Nico. Nous sommes une petite association. Nous vivons par les dons des adhérents, par les cotisations et les dons éventuels. Et bon, là, je remercie Nico qui vient gracieusement, il vient gratuitement faire sa conférence. Mais bon, il y a des frais qui sont inhérents aussi à une conférence comme celle-ci. Je le cite, la location de la salle, l'hôtel pour Nico et le voyage. Donc ça fait des frais importants. Donc je sais aussi que dans ce genre de choses, vous savez tous que c'est la solidarité qui prime. Et aux Glières, c'est pareil, ils font appel aux dons et ça marche très bien. Ils arrivent à organiser tout cela. Donc je renouvelle un petit peu cela parce que sans votre solidarité, on ne peut rien faire. On a beaucoup d'idées, on essaie de faire beaucoup de choses. On a fait, là dernièrement, 2 soirées avec Gilles Perret et son film, à Cannes et à Nice. Ça a été, je crois, apprécié par le public qui était présent. On fait des conférences avec André Chiesa. Heureusement, il est avec nous dans notre association.
et il est sur Nice, donc il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas de voyage, il n'y a rien. Mais, vous voyez, on essaie d'avoir des actions de formation, de l'éducation populaire. L'école, ça nous semble un élément important. On avait aussi comme idée de faire quelque chose sur la santé, mais bon, le professeur Grimaldi nous avait dit oui, puis après il a été beaucoup pris, puis il a dit non, on ne pourra pas le faire. Donc on avait pensé l'école, la santé, deux gros, et puis les services publics en général. Donc Nico Hirt a répondu, il a pu venir, c'est très bien. Et là, le 7 juin, on a aussi une conférence qui est, me semble-t-il, très importante. C'est Jacques Cotta qui va faire celle-ci. Jacques Cotta, c'est sur les services publics. Il a fait, les deux derniers livres qu'il a écrits, c'est « Qui veut la peau des services publics ?» et le dernier qui vient de sortir le 1er mars 2012, qui s'appelle « Un CDD, sinon rien ». Alors, vous n'êtes pas sans savoir que une des priorités après les élections présidentielles en France, selon les marchés, comme habitué, c'est de mettre au pas ce peuple un peu rebelle que nous sommes. Politique, certes, mais un peu fou, qui rêve, etc., qui est plein d'utopie. Et mettre au pas, ça veut dire quoi? Bien, faire rentrer dans le rang. Faire rentrer dans le rang, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire appliquer cette fameuse règle d'or, n'est-ce pas? Tous les pays l'ont signé, il faudra bien que la France fasse de même. Et dans cette règle d'or, ce qui paraît le plus important dans un premier temps, c'est justement de supprimer le contrat de travail, le CDI. Donc, les effets du hasard font que cette conférence coïncide avec les attaques qui vont avoir lieu juste après, hein, qui sont déjà en préparation, puisqu'il y a des choses qui circulent sur le net, vous avez très bien pu voir un petit peu toutes ces choses-là, qui mettent en avant les stratégies des ultralibéraux qui sont à la tête de l'Europe actuellement, et qui sont là pour un petit peu privilégier les profits de certains, les fameux 1%, vous savez, 1% en 99, au détriment des peuples. Donc voilà, je crois que voilà ce que nous faisons, et nous essayons de le faire avec, bien sûr, votre appui. Merci beaucoup. Je passe la parole à nous. Bien. Merci Lucien, merci pour l'invitation à Nice. Merci à toi, c'était fort bien. Le point de départ de ma réflexion, c'est le constat que depuis une vingtaine d'années maintenant, les systèmes d'enseignement européens, mais on peut même dire au-delà de l'Europe, les systèmes éducatifs des pays industrialisés, tendent à converger. On observe que malgré les particularités historiques des systèmes d'enseignement de chaque pays, on a vraiment depuis 15-20 ans maintenant, et certainement au cours des 10 dernières années, une formidable convergence des politiques d'enseignement. D'ailleurs, des services internationaux comme le service Eurydice, qui est un service qui est financé, organisé par la Commission européenne et qui est chargé de comparer les politiques d'enseignement au sein de l'Union européenne, souligne lui-même cette convergence des politiques d'enseignement. Alors, ça vaut la peine de commencer par voir quels sont ces axes de convergence. Le premier, et tu l'as évoqué très justement, c'est ce que tu as appelé l'autonomie des écoles, ce qu'on pourrait appeler plus largement la dérégulation et la décentralisation de l'enseignement, c'est-à-dire l'abandon progressif des systèmes éducatifs gérés centralement par l'État au profit de réseaux d'établissements scolaires beaucoup plus autonomes, mais aussi en situation de plus forte compétition, de plus forte concurrence mutuelle. C'était aussi la décentralisation au sens d'une délégation plus grande, de plus en plus grande, de pouvoirs aux pouvoirs régionaux, locaux, en matière d'éducation. C'est une évolution qu'on observe pas seulement en France, qu'on observe dans l'ensemble des pays industrialisés depuis une vingtaine d'années maintenant. Deuxième tendance convergente, elle concerne les programmes, les contenus d'enseignement. Au niveau des programmes, on constate qu'on a un glissement de programmes d'enseignement qui jadis étaient formulés en termes de corpus intégré de savoir, vers des programmes qui sont de plus en plus formulés en termes de compétences. Des compétences dites souvent transversales ou pluridisciplinaires. Parallèlement à ce, je n'irai pas jusqu'à dire cet abandon des savoirs, mais en tout cas à cette relégation des savoirs au deuxième rang derrière les compétences, parallèlement on observe
une régulation paradoxalement plus forte en matière de pratiques pédagogiques. Les pratiques des enseignants sont soumises à des réglementations beaucoup plus strictes, beaucoup plus contraignantes que ce n'était le cas jadis. On abandonne cette espèce de liberté pédagogique dont jouissaient les enseignants jusque certainement dans les années 70 et encore dans les années 80, au profit maintenant de programmes qui stipulent souvent la façon de procéder en classe, la façon de donner cours. C'est le troisième point de convergence. Quatrième point, le définancement. Alors qu'on avait connu dans les années 50, 60, 70 et encore pour pas mal de pays, dont la France, dans les années 80, une croissance forte des dépenses publiques d'enseignement, depuis, alors en Belgique c'est depuis le début des années 80, dans d'autres pays c'est depuis le début des années 90, on observe une stagnation, voire une diminution des dépenses publiques d'enseignement. Alors diminution, il faut l'entendre au sens relatif, diminution en pourcentage de la richesse nationale, en pourcentage du produit intérieur brut. Diminution aussi en termes relatifs par rapport au nombre, aux effectifs de l'enseignement. Lorsque les dépenses d'enseignement stagnent et que les effectifs de l'enseignement supérieur continuent de croître, c'est bien un définancement de l'enseignement auquel on assiste. Je perds le fil des numéros. Le cinquième point de convergence, c'est l'entrée en force de ce que j'appellerais l'évaluationnite dans l'enseignement. L'évaluation est omniprésente dans les systèmes éducatifs aujourd'hui, à tous les échelons, à tous les niveaux, et elle est présente avec de plus en plus de force, elle prend de plus en plus de place dans la vie scolaire. Évaluation des élèves, pensez à l'introduction de systèmes comme le livret personnalisé des compétences bas élèves en France, évaluation des élèves, évaluation des enseignants, évaluation d'ailleurs souvent liée à l'évolution de leur carrière sur le plan salarial, sur le plan de leur stabilité d'emploi, évaluation des établissements scolaires, à mettre en lien avec la mise en compétition des écoles, parce que cette évaluation des établissements scolaires est un moyen aussi de stimuler cette concurrence, cette compétition entre les établissements scolaires, et évaluation des systèmes éducatifs eux-mêmes, des systèmes d'enseignement, via des grandes enquêtes internationales, dont la plus importante, la plus connue, sans doute, au cours des 10 dernières années, est l'enquête PISA, mise en place à l'initiative de l'OCDE. Sixième axe de convergence, c'est peut-être celui qui peut sembler le plus anecdotique, on verra qu'il n'en est rien, qu'il joue un rôle important, c'est l'entrée en force des technologies de l'information et de la communication, donc des ordinateurs, de l'Internet, des multimédias, à partir du milieu des années 90, 90, milieu des années 90, dans l'ensemble des pays européens, notamment sous la pression et à la demande explicite de la Commission européenne. Septième axe de convergence, la privatisation. Je veux dire ici la privatisation marchande. L'enseignement privé existe de longue date dans la plupart des pays, mais ici, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est le développement d'un enseignement privé dont la raison d'être n'est pas d'ordre philosophique ou religieuse, ou derrière le paravent de la philosophie ou de la religion d'ordre sociologique, mais dont la raison d'être profonde est d'ordre commercial. Il s'agit d'investir des capitaux dans l'enseignement au fin d'en soutirer du profit. Et enfin, le huitième axe de convergence, celui qui n'est jamais mentionné dans les études comparatives du service Eurydice, en tout cas il n'est pas mentionné comme un axe de convergence souhaitable. Les 7 premiers sont souhaités par les instances européennes et d'autres instances internationales comme l'OCDE. Le huitième n'est pas présenté comme souhaitable, et pourtant il est là, il est réel, c'est la croissance de la fracture sociale à l'intérieur des systèmes éducatifs. C'est d'ailleurs l'une des leçons les plus intéressantes, paradoxalement, de ces fameuses enquêtes PISA. Les enquêtes PISA, il importe de les critiquer dans leur essence et dans leurs objectifs, mais il y a des leçons intéressantes à en tirer. Lorsqu'on examine à l'intérieur de ces enquêtes l'évolution de l'écart entre ce qu'on appelle dans les enquêtes les performances des 25% d'élèves appartenant aux 25%
25% de familles les plus riches et les 25% d'élèves appartenant aux 25% de familles les plus pauvres, cet écart va en grandissant depuis 10 ans dans la quasi-totalité des pays qui ont participé à ces enquêtes PISA. Donc c'est une leçon fort intéressante de constater que toute cette évolution convergente à laquelle on assiste s'accompagne d'une fracture sociale de plus en plus grande et d'une inégalité sociale de plus en plus grande à l'intérieur des systèmes éducatifs. Alors la thèse que je voudrais tenter de défendre ce soir, la thèse que je défends dans mes livres et mes articles, c'est qu'il ne s'agit pas là d'une convergence fortuite. Ce n'est pas par hasard que les politiques éducatives convergent en Europe et dans le monde industrialisé. Ce n'est pas non plus, on ne peut pas non plus l'expliquer simplement par le hasard des majorités politiques en place, parce que les mêmes politiques éducatives sont poursuivies depuis une vingtaine d'années. Elles ont été mises en place en Europe à une époque où la majorité des pays européens avaient des gouvernements sociodémocrates ou dits de gauche, et aujourd'hui la majorité de ces gouvernements sont de droite, et pourtant c'est exactement la même politique éducative qui se poursuit. Donc ce ne sont pas non plus les majorités politiques en place qui sont l'explication de ces convergences. Il faut donc chercher l'explication beaucoup plus profondément dans les conditions objectives, matérielles, d'évolution du capitalisme mondial, et c'est cela que je vais m'attacher à faire ce soir. La thèse que je défends, c'est que nous sommes au cœur d'une évolution qui est historique. C'est-à-dire que quand on regarde l'évolution des systèmes d'enseignement sur les 200 dernières années, on a des phases importantes. Début du 19e siècle, l'école est d'abord un instrument de socialisation. L'école, j'entends l'école du peuple, la scolarisation des enfants du peuple, sert d'abord des buts de socialisation et pas de formation de main-d'œuvre qualifiée. À la fin du 19e siècle, on voit entrer des missions de type idéologique dans l'école. L'école devient un peu un appareil pour instituer l'amour de la patrie et l'amour des institutions en place. Dans le milieu du XXe siècle, on voit se développer l'enseignement technique, l'enseignement professionnel et la sélection méritocratique aussi des enfants qui ont les meilleurs résultats à la fin de l'école primaire pour alimenter la demande croissante en main-d'œuvre qualifiée via cet enseignement technique et professionnel. Je n'entre pas dans le détail de cet historique-là, mais je voudrais m'arrêter maintenant, voir un petit peu ce qui s'est passé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que là, on entre dans une nouvelle époque des systèmes éducatifs. Il est important de bien la comprendre pour voir quels sont les points de rupture par rapport à l'époque actuelle. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'environnement économique est marqué d'abord, vous le savez bien, par une très forte croissance économique. Des taux de croissance de l'ordre de 3, 4, 5%, et ce, sur le long terme, des taux de croissance durables, élevés. Et les milieux économiques et politiques, d'ailleurs, à l'époque, dans les années 50-60, étaient persuadés que le monde économique, le capitalisme mondial était entré définitivement dans une ère de croissance forte et durable, dans une ère de prospérité illimitée, et qu'on allait connaître ces taux de croissance importants durant de très très longues années. Une autre caractéristique de cette époque-là, de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, c'est l'évolution du marché du travail. On assistait sur le marché du travail à un glissement rapide des emplois à faible niveau de qualification vers des emplois nécessitant un niveau de formation, un niveau d'instruction, de qualification de plus en plus élevé. C'est un secteur qui à l'époque était en déclin pas sur le plan de la production, mais en déclin sur le plan du volume de main-d'œuvre occupée. C'était les charbonnages, les carrières et l'agriculture en pleine mécanisation. Et ces secteurs occupaient traditionnellement énormément de main-d'œuvre très faiblement qualifiée. Les secteurs émergents, par contre, c'était les secteurs liés à l'électronique, au développement des infrastructures portuaires, aéroportuaires, l'électrification des lignes de chemin de fer, le développement du secteur des services, de l'administration, des banques, de la finance. Tous ces secteurs-là réclamaient un niveau d'instruction, un niveau de qualification beaucoup plus important. Donc on a assisté à ce glissement d'emploi, à une diminution progressive de la part de l'emploi peu qualifié, et à une élévation générale des niveaux de formation, des niveaux de qualification requis sur le marché du travail. C'est bien sûr cela qui a été le moteur principal de ce qu'on appelle couramment la massification de la participation à l'enseignement. Massification énorme. Au milieu des années 50, début des années 50, en France,
les jeunes âgés de 17 ans n'étaient que 20% à être encore scolarisés. 20% des jeunes de 17 ans étaient scolarisés au début des années 50. 30 ans plus tard, on atteint les 80% de taux de scolarisation dans la tranche d'âge de 17 ans. Jamais dans l'histoire des pays industrialisés, on a connu une croissance aussi forte, aussi rapide de la participation à l'enseignement. Il a fallu l'organiser et la financer, cette croissance de l'enseignement, surtout de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, puisque l'enseignement primaire, lui, était déjà massifié depuis, grosso modo, la fin du 19e siècle. Mais comment la financer? Eh bien, à l'époque, la croissance économique, c'est une autre caractéristique de l'époque, la croissance économique soutenait ou permettait de soutenir une croissance parallèle des recettes fiscales, des recettes de l'État. Et donc il a semblé normal aux yeux de tous, aussi bien aux yeux du patronat qu'aux yeux des organisations ouvrières, que la nécessaire massification de l'accès à l'enseignement secondaire soit très largement financée et donc aussi organisée par l'État. Et dans tous les pays industrialisés, cette massification de l'enseignement secondaire a pris la forme d'un très important développement de l'enseignement public, de l'enseignement organisé, géré et administré et financé par les États centraux. Milieu des années 70, on entre dans un environnement totalement nouveau, dans un environnement économique et social qui va radicalement changer. Il faudra attendre un petit peu la fin des années 80 pour que les milieux économiques en prennent pleinement conscience, mais au milieu des années 70, vous avez les deux crises dites pétrolières, puis vous avez des crises financières locales en Europe, au Mexique, en Asie, en Russie, entre 91 et 98. Vous avez le fameux dégonflement de la bulle Internet, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, vers 2000-2001. On a eu les crises financières en 2007-2008. On a eu une nouvelle crise économique mondiale à partir de 2009, et puis la crise de l'euro dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. En d'autres mots, le capitalisme mondial est entré, à partir de la fin des années 70, dans une ère de succession de crises récurrentes, de plus en plus profondes, et ayant un caractère de plus en plus large, de plus en plus global, de plus en plus mondial. Dans ce contexte-là, les attentes de la société, les attentes du système économique par rapport à l'enseignement, par rapport à l'éducation vont changer complètement. Et on va entrer dans ce que j'appelle l'ère de la marchandisation de l'école. Alors, je dois bien faire comprendre ce que j'entends par marchandisation. Et pour le faire comprendre, je voudrais souligner trois aspects de cet environnement de crise. Premier aspect de la crise, c'est l'excédent de capitaux. Il est de plus en plus difficile aujourd'hui pour les détenteurs de capitaux de trouver des secteurs où investir durablement des capitaux avec des perspectives de rendement durablement élevées. Ils ont beaucoup de mal à trouver des secteurs d'investissement durablement rentables. Deuxième caractéristique de l'environnement de crise, c'est la surcapacité de production. On estime aujourd'hui que les capacités de production de biens et de services à l'échelle mondiale ne sont réellement utilisées qu'à raison d'à peu près 70%. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de marché solvable pour les utiliser à 100%. Et la troisième caractéristique, c'est l'élément le plus connu, c'est bien sûr l'exacerbation de la compétition économique avec une très grande instabilité de l'environnement industriel, instabilité des marchés. Chacun de ces trois aspects va avoir une conséquence différente dans les politiques et dans les attentes en matière d'éducation. Les capitaux excédentaires vont avoir comme conséquence que les investisseurs vont chercher à conquérir de nouveaux secteurs qui jusque-là échappaient à l'investissement de capitaux privés. Tous les secteurs publics, la poste, les transports en commun, les soins de santé, et bien sûr aussi les quelques 2500 milliards de dollars de dépenses mondiales annuelles d'éducation, qui, à leurs yeux, sont un véritable Eldorado. Non qu'ils pensent, ou qu'ils penseraient que tous ces 2500 milliards de dollars pourraient faire l'objet d'une privatisation, ce n'est pas ça leur idée, personne n'imagine cela. Mais ils disent, et ils écrivent à partir de la fin des années 80, début des années 90, ils écrivent régulièrement dans leur rapport, il doit y avoir des créneaux potentiellement rentables dans cette manne gigantesque, et il nous appartient, nous, propriétaires de capitaux, de rechercher ces créneaux et de les conquérir à notre profit. Deuxième, ça c'est ce que j'appelle le premier axe de la marchandisation. C'est la marchandisation au sens où on l'entend quand on parle d'autres services publics.
marchandisation au sens d'une privatisation marchande d'un service public. Le deuxième axe de la marchandisation découle, lui, de cette surcapacité de production, ces capacités de production excédentaires. C'est l'axe le moins important s'agissant de l'enseignement, mais je le mentionne tout de même. Dans un environnement où il est de plus en plus difficile d'écouler les marchandises, de trouver des marchés solvables pour les capacités de production dont on dispose, il importe de mettre tout en œuvre pour soutenir surtout les nouveaux marchés émergents. Et l'école, vous allez le voir par quelques exemples que je vous donnerai plus loin, l'école va être appelée à jouer un rôle dans ce soutien aux marchés émergents. Je vous dévoile déjà l'essentiel, il s'agira surtout du marché des technologies de l'information et de la communication. J'y reviendrai dans un instant. Et le troisième axe, ça c'est le deuxième axe de la marchandisation, utiliser l'école pour soutenir les marchés. Le troisième axe de la marchandisation, le plus important et de loin à mes yeux, c'est que dans un environnement où on a une exacerbation de la compétition économique, les décideurs économiques et à leur suite les décideurs politiques vont demander à l'école d'adapter ses structures, ses contenus, ses pratiques pédagogiques, afin de répondre au mieux à ce qu'ils estiment être les besoins actuels du marché du travail. C'est-à-dire instrumentaliser davantage l'école au service de l'économie et au détriment, bien sûr, des autres missions citoyennes, d'émancipation, etc., de l'enseignement. Alors, ce sont ces trois axes de la marchandisation que je voudrais évoquer maintenant et développer maintenant. Je serai relativement bref sur les deux premiers parce qu'ils sont moins importants, et je serai beaucoup plus long sur le troisième parce que, s'agissant de la privatisation, et tu l'as très bien dit, ce n'est pas tellement la privatisation pure et dure qui est l'aspect le plus dangereux, mais c'est cette privatisation rampante, cachée, que l'on va voir dans l'évolution des structures et qui appartient, lui, à ce troisième axe de la marchandisation, c'est-à-dire l'adaptation de l'enseignement à l'environnement actuel, au développement actuel du marché du travail, notamment. Alors, commençons par le premier aspect. À partir du milieu des années 90, on a vu fleurir de multiples expériences, innovations, visant à tenter de conquérir des parts de l'éducation au nom du marché. Alors, par exemple, en Grande-Bretagne, non, pas en Grande-Bretagne, excusez-moi, en Angleterre, parce que ça ne concerne que l'Angleterre, pas l'Écosse et le Pays de Galles, en Angleterre, on a privatisé l'inspection pédagogique. L'inspection du travail, le contrôle du travail des enseignants est assuré à raison de 75% aujourd'hui en Angleterre par des firmes ou des consortiums de firmes privées. Deuxième exemple, le remplacement des professeurs absents, des professeurs malades. Vous savez que nous sommes une profession où on a des taux d'absentéisme particulièrement élevés. Eh bien, il y a là un marché juteux à conquérir pour des sociétés d'intérim. Et de fait, en Angleterre, aux Pays-Bas, dans certains Länder allemands, peut-être demain, mais ce n'est pas encore en place aujourd'hui, dans certaines régions autonomes d'Espagne, et peut-être aussi demain en Flandre, donc dans la partie nord du pays d'où je viens, on a déjà, dans certains de ces cas, où on va peut-être avoir une organisation du remplacement du professeur malade qui ne se ferait plus sur des bases statutaires, mais en faisant appel à des sociétés d'intérim privées qui captent ainsi un marché particulièrement juteux. Il y a aussi eu des tentatives qui n'ont pas bien réussi, des tentatives de privatisation qui n'ont pas bien marché. Je vous donne un exemple. 97-98, se développe aux États-Unis une entreprise qui s'appelle Edison Schools. C'est un exemple, il y en avait 2-3 autres dont le nom m'échappe. Edison Schools, c'était la plus importante. Quelle était l'activité de cette entreprise? Consistait à proposer aux municipalités, aux communes, de les décharger de cette tâche ennuyeuse qui consiste à s'occuper de l'enseignement public. Et à dire, voilà, l'enseignement reste public, mais nous, Edison Schools, nous allons prendre en charge l'entièreté de la gestion de vos établissements scolaires. En d'autres mots, c'est Edison Schools qui reçoit l'ancien budget alloué précédemment à l'enseignement dans ces municipalités
à charge pour elle de recruter ou de licencier des enseignants, d'acheter ou de revendre des bâtiments scolaires, d'acheter ou de ne pas acheter du matériel pédagogique, et ainsi de suite. La seule chose qui était encore du ressort des pouvoirs publics, ce sont les contenus enseignés. Donc c'est encore les pouvoirs publics américains qui décidaient si on allait enseigner le créationnisme à côté de la théorie de l'évolution, mais tout le reste était du ressort direct de Edison Schools. Edison Schools, à la fin des années 90, était parvenu à accaparer un marché de 660 écoles. Il s'agit bien, j'insiste, d'écoles publiques, ce ne sont pas des écoles privées. Hein. Donc ce sont des écoles publiques, mais qui étaient entièrement gérées par Edison Schools, qui espérait atteindre son seuil de rentabilité à partir de 800 écoles. Donc ils n'étaient pas encore rentables à ce moment-là. Ils espéraient atteindre leur seuil de rentabilité à 800 écoles. Malheureusement, le marché ne s'est plus développé comme ils l'espéraient, entre autres d'ailleurs suite à l'éclatement de la bulle Internet, parce qu'ils avaient beaucoup investi de leur côté dans la formation et l'apprentissage en ligne, et ils avaient perdu pas mal d'argent avec ces investissements-là. Et puis, pour essayer quand même d'atteindre leur seuil de rentabilité, ils ont publié, début des années 2000, une étude, ou plutôt une pseudo-étude, prétendant montrer que les résultats de leurs élèves, les élèves des écoles qu'ils géraient eux-mêmes, que ces résultats aux tests standardisés que passent tous les élèves américains tous les 6 mois, que leurs résultats étaient meilleurs en moyenne que ceux des autres écoles qui continuaient d'être gérées directement par les pouvoirs publics. Malheureusement, un an plus tard, une étude universitaire indépendante a montré que leur étude avait été complètement falsifiée. Et ça a été le début de la fin pour Edison Schools, qui ensuite a perdu pratiquement les 2/3 des marchés qu'ils étaient parvenus à accaparer précédemment. Donc c'est un exemple de tentative de privatisation, mais qui n'a pas réussi, hein, qui a échoué. On a un autre exemple de privatisation de l'enseignement qui, lui, est extrêmement florissant et qui fonctionne très très bien, en France notamment, et particulièrement en France, c'est le marché privé du soutien scolaire aux élèves en difficulté. Vous ne pouvez pas entrer dans un métro parisien sans voir aux deux extrémités de la rame les publicités pour Academia ou d'autres sociétés de ce genre. Mais c'est normal, la France est le pays où le taux d'échec scolaire est le plus élevé, le taux de redoublement est le plus élevé, et donc il y a là un marché particulièrement intéressant à capter, et les investisseurs privés se ruent dessus. Vous êtes les champions en Europe, mais vous n'êtes pas les champions du monde. Les champions du monde, ce sont les Sud-Coréens. La Corée du Sud, aujourd'hui, les dépenses privées d'éducation des parents ont dépassé les dépenses publiques d'éducation. Donc ce que les parents dépensent pour assurer à leurs enfants de façon privée des cours privés de mathématiques ou autres, cette somme d'argent-là dépasse le montant total des dépenses publiques d'enseignement. La forme la plus importante, néanmoins, de cette privatisation marchande de l'éducation ne concerne pas l'école primaire ou l'école secondaire, concerne d'une part la formation tout au long de la vie, où on voit se développer des centaines d'initiatives, comme celle par exemple de Microsoft, qui crée ses propres centres de formation privés et payants, bien sûr, hein, à destination des travailleurs qui ont besoin d'une formation continuée dans l'utilisation des logiciels de cette société. Et puis ça concerne aussi le développement de l'enseignement ou de la privatisation de l'enseignement supérieur. Je voudrais m'arrêter un instant et terminer ce point sur la privatisation de l'enseignement supérieur. En 1900, je ne suis jamais certain de la date, mais je pense que c'était en 1998, on a eu le sommet de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle. Ce qui a été, si vous vous en souvenez, enfin si c'était 97 peut-être, je ne sais plus, l'acte de naissance du mouvement altermondialiste. Et comme vous le savez sans doute, ces sommets, les discussions n'ont pas lieu pendant le sommet, les discussions ont lieu avant le sommet dans des commissions préparatoires. Et en préparation du sommet de Seattle, de l'Organisation mondiale du commerce, une commission avait été chargée spécialement de travailler sur les possibilités de libéralisation du marché mondial des services d'enseignement supérieur, donc de l'université entre autres. Et cette commission avait remis un rapport en préparation du sommet de Seattle mentionnant 4 recommandations. Première recommandation, il faut remplacer, disait la commission, il faut remplacer les diplômes nationaux par des systèmes de certification modulaires et internationaux. Pourquoi? Parce que tant que
tant que chaque pays aura son propre système de diplôme, il sera très difficile pour les clients, entendez les étudiants, on lit les clients dans les textes de l'OMC, il sera très difficile pour les clients de passer d'un fournisseur de services à un autre, donc d'une université à une autre, puisqu'il ne pourra pas faire valider ses acquis des premières années dans une autre université. Deuxième recommandation de l'OMC, il faut harmoniser les cursus universitaires. Tant que chaque pays a une structure de cursus universitaire différent, ici un premier cycle de 2 ans et puis un cycle de 3 ans, ailleurs 2 cycles de 2 années, ailleurs encore un cycle de 3 et puis un cycle de 2, bien, ça ne marche pas bien et il est très difficile de nouveau pour le client de passer d'un fournisseur de services d'une université à une autre. Troisième recommandation de l'OMC, il faut supprimer toutes les barrières administratives à la libre circulation des clients. D'accord, ça va de soi, parce que si les clients ne peuvent pas librement passer d'un pays à un autre, ben, il n'y a pas de marché. Et la quatrième recommandation, il faut, disait l'OMC, il faut un système de contrôle de qualité transnational, de façon à ce que les clients, les étudiants, puissent juger en connaissance de cause du rapport qualité-prix des différentes formations universitaires qui leur sont proposées sur le marché mondial. Comme vous le savez, Seattle a capoté, puis ils se sont réunis quelques années plus tard, dans le courant des années 2000, sur les bords beaucoup plus paisibles du lac Léman, pour renégocier la même chose dans le cadre des négociations sur l'AGCS, l'accord général sur le commerce des services. À l'époque, nous avions été nombreux à nous mobiliser pour faire pression sur M. Pascal Lamy, qui était le négociateur européen, et pour lui demander de refuser absolument toutes ces velléités de libéralisation du marché mondial de l'éducation. Et à notre grand étonnement, nous avons été entendus. À notre grand étonnement, Pascal Lamy a opposé une fin de non-recevoir aux demandes australiennes, néo-zélandaises, dans une moindre mesure américaine et japonaise, visant à libéraliser ce marché. Et je me suis retrouvé quelques mois plus tard devant la commission de la culture du Parlement européen, où j'avais été invité à faire une conférence sur le même sujet qu'aujourd'hui, mais en 7 minutes. On m'avait donné juste 7 minutes. Je peux le faire en 7 minutes aussi, hein, si vous voulez. En 7 minutes. Donc on m'avait donné 7 minutes de parole. Puis après les 7 minutes, on a quand même eu un drink qui lui a duré 1h30. J'espère qu'ici on aura un drink aussi. Et au cours de ce... Non, j'exagère un peu, nous étions quand même 15 orateurs à parler, chacun 7 minutes, et puis il y a eu le drink. Et au cours de ce drink, je discutais avec quelques parlementaires européens et je leur fais part de ma satisfaction devant la décision européenne de refuser la libéralisation du marché de l'enseignement supérieur. Et on m'a dit, mais vous ne vous faites pas d'illusions. La stratégie européenne, c'est de commencer par mettre en place un espace européen d'enseignement supérieur dans le cadre du processus de Bologne. Je ne sais pas si vous connaissez le processus de Bologne. Bologne, c'est là que se sont réunis, fin des années 90, juste après le sommet juste après le non-sommet de Seattle, se sont réunis les ministres européens de l'éducation, se sont réunis à Bologne, et pas seulement les ministres de l'Union européenne, aussi les ministres de pays qui n'étaient pas, ou qui ne sont même pas encore aujourd'hui membres de l'Union européenne, s'étaient réunis à Bologne, et ils ont décidé la création d'un espace européen d'enseignement supérieur. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? 4 choses. 1. Supprimer toutes les barrières administratives à la libre circulation des étudiants en Europe. 2. Mettre en place le LMD. Ça, vous connaissez, d'accord? C'est l'harmonisation des cursus universitaires. 3. Mettre en place les ECTS, les certificats européens de compétences en matière d'enseignement supérieur. C'est-à-dire, on n'a pas encore supprimé les diplômes nationaux, mais on a déjà mis en place, à côté des diplômes nationaux, des systèmes transnationaux de certificats de compétences. Et 4, créer, et c'est la phase actuelle du processus de Bologne, les 3 autres phases sont déjà réalisées, la phase actuelle du processus de Bologne, c'est la création d'un système de contrôle de qualité, c'est-à-dire des benchmarking, comme on dit, qui permettent d'évaluer la qualité des universités européennes. En d'autres mots, ce qu'on a fait en Europe, avec le processus de Bologne, c'est la mise en œuvre, point par point, des 4 recommandations de l'Organisation mondiale du commerce pour préparer la privatisation de l'enseignement supérieur européen. C'est ça. Bologne, c'est vraiment la mise en œuvre de cette stratégie, enfin pas de cette stratégie, de ces recommandations de l'Organisation mondiale du commerce. Bien, j'ai déjà été beaucoup trop long sur l'axe 1, très vite maintenant sur l'axe 2. L'axe 2, c'est comment on a utilisé l'enseignement au fin de stimuler des marchés qui n'ont rien à voir avec celui de l'éducation.
Je vais donner un seul exemple, et c'est le plus important, c'est celui des technologies de l'information et de la communication. On est à peu près à la même époque, milieu des années 90. À l'époque, Edith Cresson était commissaire européen à l'éducation. Et en 96, elle fait publier un rapport qui s'intitulait « Apprendre dans la société de l'information ». Alors ce texte, « Apprendre dans la société de l'information », c'est un texte de quelques 160, 170 pages qui vantait les mérites pédagogiques et didactiques de l'utilisation des ordinateurs à l'école. Alors je fais une parenthèse ici, je ne suis pas du tout un briseur de machines, je ne suis pas du tout opposé à l'utilisation des ordinateurs ou de l'Internet dans l'enseignement. Je suis moi-même professeur de sciences et je me sers très régulièrement de ce type d'outils dans mes cours. Donc mon propos n'est pas de dire c'est mal d'utiliser les ordinateurs, mais je m'interroge sur les raisons pour lesquelles la Commission européenne en 1996 s'intéresse soudain à cet magnifique outil pédagogique qu'est l'ordinateur et que sont le multimédia et les technologies de l'information et de la communication. Et la réponse à cette raison, à cette question, pourquoi s'y sont-ils intéressés, est venue de Madame Cresson elle-même. Au moment du lancement du plan d'action en question, elle a réuni à Tours, en France, un parterre de 500 industriels du secteur des technologies de l'information, de la communication, du multimédia et de l'Internet. 500 industriels, et elle leur a tenu le discours suivant. Alors écoutez bien. Le marché européen des technologies de l'information et de la communication, disait Madame Cresson, demeure trop étroit, trop fragmenté. Le nombre trop faible des utilisateurs et des créateurs pénalise notre industrie. Je rappelle que Mme Cresson était commissaire à l'éducation, pas commissaire à l'industrie. Ça, c'était M. Bangemann à l'époque. C'est pourquoi, donc parce que le marché est trop faible, il y a trop peu d'utilisateurs, c'est pourquoi il était indispensable de prendre un certain nombre de mesures pour l'aider, le marché, et le stimuler, le marché. Elle conclut, c'est l'objectif, elle ne dit pas c'est l'un des objectifs ou c'est un objectif secondaire, elle ne dit même pas c'est l'objectif principal, non, elle dit c'est l'objectif du plan d'action à prendre dans la société de l'information dont s'est dotée la Commission en octobre 1996. En d'autres mots, les 160 pages vantant les mérites pédagogiques et didactiques de l'ordinateur à l'école, ça c'est pour la galerie, ça c'est pour les enseignants. La réalité, c'est ce que je vous dis, moi ici, Madame Cresson, à vous, industriels du secteur en question, la réalité c'est que si les écoles ne se mettent pas à utiliser ces ordinateurs, eh bien nous allons rater le train de la conquête de ce marché, et ce sont les Japonais et les Américains qui vont le conquérir. En d'autres mots, on a utilisé l'école à des fins commerciales qui n'ont mais rien du tout à voir avec les missions de l'enseignement. Plus clair encore, 4 ans plus tard, au moment du sommet européen de Lisbonne, dans les textes préparatoires du sommet européen de Lisbonne, on retrouve cette même idée. Il faut absolument investir dans l'ordinateur à l'école. On ne parle déjà plus à ce moment-là des bienfaits pédagogiques et didactiques, on dit les choses beaucoup plus clairement. Il faut absolument investir dans les ordinateurs à l'école pour nous préparer à la société de la connaissance, la société de l'informatique, etc. Et un des arguments qui est avancé dans ces textes, c'est celui-ci. 48%, alors ces chiffres dataient, donc ils sont publiés en 2000, mais ils dataient de 1998. 48% des achats d'ordinateurs par les ménages européens se font après qu'un enfant ait appris à l'école à s'en servir. Donc c'est quand le gamin ou la gamine rentrait à la maison, attention, hein, on est fin des années 90, début 2000. C'est quand le gamin ou la gamine rentre à la maison en disant « Papa, maman, on a été sur les ordinateurs, on a vu comment acheter notre billet de Ryanair en ligne, comment... C'est à ce moment-là qu'un ménage sur deux franchit le pas et dit ben, « On va faire comme les voisins, on va aussi acheter un ordinateur. » Étrangement, à partir du milieu des années 2000, dans les documents de la Commission européenne, on parle de moins en moins de l'importance de l'ordinateur à l'école. Pourquoi, croyez-vous ? Mais parce que le marché existe maintenant. Plus personne ne peut se passer, ou presque plus personne ne peut se passer d'une connexion Internet et d'un ordinateur, et on n'a plus besoin de l'école pour stimuler et pour développer ce marché. Donc c'est un exemple tout à fait éclairant et d'un cynisme à mes yeux incroyable de comment on utilise l'école pour soutenir des marchés
extérieure à l'enseignement. On pourrait parler aussi dans le même créneau de l'entrée en force de ce qu'on appelle le marketing à l'école. C'est un petit peu plus anecdotique, mais enfin quand même, Coca-Cola qui propose des paquets pédagogiques sur la lutte contre l'obésité, McDonald's qui en propose d'autres sur l'alimentation santé, c'est authentique, ça existe vraiment. Nestlé qui propose des bonbons Smarties offerts pour les fêtes de fin d'année scolaire, c'est moins bon pour la santé, mais qu'à cela ne tienne, puisque Colgate est là pour leur apprendre à bien se brosser les dents. On a vraiment, depuis les années 90, une entrée en force de tout ce marketing à l'école, et d'ailleurs, fin des années 90, la Commission européenne, encore elle, toujours à l'époque, dont la DG 22 à l'époque était toujours dirigée par Édith Cresson, demande à une société de marketing d'analyser s'il n'y a pas un problème de fossé entre les législations nationales qui, un peu partout, interdisent toute forme de publicité et de présence commerciale dans les écoles, et puis les pratiques en la matière qui, de plus en plus, en fait, autorisent de fait ces pratiques. Et il est intéressant de lire des extraits, j'avais dit que j'arrêterais là, mais tant pis, je vous le dis quand même, des extraits de cette... Où est-ce que je l'ai mis ? Ah, ici, voilà. Des extraits du rapport publié par la firme GMV Conseil, une société de marketing, à la demande de la Commission européenne. Elle écrit ceci, alors je vais passer très vite. Pour permettre à l'école de retirer un bénéfice financier pédagogique maximum des actions de marketing à l'école et pour empêcher les dérives à l'américaine, l'étude recommande de maintenir la pression sur les entreprises. Pourquoi ? Pour qu'elles continuent à créer des matériels de qualité selon les critères définis plus haut. Elle recommande d'intervenir auprès des autorités nationales responsables de l'éducation afin que soient actualisés les textes s'appliquant aux pratiques commerciales à la lumière de la multiplication des nouveaux médias. 6 mois plus tard, Claude Allègre écrit dans le BO, ou fait écrire dans le BO, qu'il faut être tout de même plus souple, et il cite explicitement le document de GMV Conseil, qui n'est pas un document de la Commission européenne. Si vous l'ouvrez, à la page 3, en tout petit, il est écrit « Ceci n'est pas une prise de position de la Commission européenne, ce document n'engage pas la Commission européenne. » Mais il est publié avec la couverture de la Commission européenne, et tous les ministres européens de l'éducation ont pris prétexte de ce document pour assouplir effectivement leur législation en matière de présence commerciale dans les écoles. Voilà, ça c'est le deuxième axe de la marchandisation, et j'en arrive enfin à l'axe principal, qui est celui de la mise en adéquation de l'école avec les attentes du marché du travail. C'est-à-dire utiliser l'école comme soutien à la compétition, à la compétitivité des entreprises. Par exemple, la Banque mondiale écrit, fin des années 90, « L'éducation est vitale. Ceux qui peuvent mieux engager la compétition avec les compétences en lecture, calcul et d'autres compétences plus avancées, ont un énorme avantage sur leurs concurrents moins bien préparés dans cette économie en mutation. » Côté de l'Europe, une autre citation, on lit en 2001 dans les documents européens, « L'Union européenne se trouve face à un formidable bouleversement induit par la mondialisation et par les défis inhérents à une nouvelle économie fondée sur la connaissance. Les politiques d'éducation doivent aider l'Europe à devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive, la plus dynamique du monde. » En clair, on voit se dessiner une vision de l'enseignement, une vision des missions de l'enseignement, qui est de plus en plus étroitement centrée sur ces missions économiques, ces missions de l'enseignement au service de l'économie, donc au service du marché du travail. Le problème, c'est qu'il y a une autre attente qui résulte aussi de l'environnement de crise et d'exacerbation de la compétition économique et qui pousse les décideurs économiques à faire d'autres demandes à l'adresse des États et des systèmes éducatifs. Et c'est la suivante. Dans un environnement où la compétition est de plus en plus exacerbée, disent les décideurs économiques, il faut faire pression sur les États afin qu'ils réduisent la pression fiscale sur le capital, sur les revenus du capital, sur les hauts revenus, sur les revenus mobiliers, sur les bénéfices des entreprises. Le problème, c'est que chaque pays qui s'engage dans une réduction de 1 point du taux d'imposition sur les bénéfices des entreprises se voit entouré d'autres pays qui voient là-bas un déficit compétitif
et qui vont se presser de faire la même chose. Et donc on est engagé depuis la fin des années 80 dans un processus de défiscalisation compétitive. Les États sont en compétition entre eux pour réduire la pression fiscale sur les revenus sur les entreprises. La conséquence, c'est que les moyens disponibles au niveau des États pour financer les politiques publiques sont de plus en plus maigres. Et parmi ces moyens, eh bien, il y a ceux de l'éducation. On a observé que, alors que dans les années 50, 60, 70, les dépenses publiques d'éducation en Europe étaient passées de à peu près 3% du PIB, début des années 50, à 6,5% du PIB en moyenne à la fin des années 70, et 7% dans pas mal de pays, depuis lors, on est retombé à une moyenne qui se situe aux alentours de 5,5%. Donc on a vraiment ce processus de défiscalisation qui diminue les moyens de l'État et qui pousse les États à réduire leurs dépenses en matière d'éducation. Mais là, on pourrait observer une contradiction. Il y a une contradiction. Les mêmes milieux économiques qui disent l'école doit mieux répondre aux besoins du marché du travail, disent l'école doit coûter moins cher. Comment va-t-on faire mieux avec moins de moyens? Comment va-t-on avoir une école qui soit plus performante pour produire les travailleurs à haut niveau de qualification que requiert le marché du travail, et en même temps une école qui disposera de moyens réduits? Et la résolution de cette contradiction, elle va provenir de la prise en compte fine de la nature de l'évolution du marché du travail. C'est là-dessus qu'il faudra s'arrêter maintenant. Quand on parle d'évolution du marché du travail, depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a un concept clé qui revient dans toute la littérature, c'est le concept de société de la connaissance, ou économie de la connaissance. C'est un concept qui est né au début des années 90, et lorsque on demande, je ne vais pas vous le demander à vous, mais si vous demandez autour de vous, aux gens que vous connaissez, qu'est-ce que ça veut dire pour le marché du travail, une société ou une économie de la connaissance, la réponse que vous entendez habituellement, c'est une économie de la connaissance, c'est une économie où c'est un marché du travail dans lequel il n'y aura plus place demain pour les travailleurs sans qualification, les travailleurs sans formation. Il n'y aura plus de l'emploi que pour les gens qui ont un haut niveau de formation, un haut niveau de qualification. C'est une idée qui est très largement répandue par les médias et dans la pensée commune. Or, paradoxalement, si vous regardez la réalité de l'évolution du marché du travail, depuis, grosso modo, le milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui, l'image que montre ce marché du travail, c'est plus du tout une évolution comme celle des années 50, 60, 70, avec une élévation générale des niveaux de formation et de qualification requis, mais c'est au contraire une formidable polarisation des niveaux de formation sur le marché du travail. Oui, d'un côté, on réclame à corps et à cri des travailleurs à très très haut niveau de qualification, des ingénieurs, des informaticiens, des professeurs de l'enseignement supérieur, des gens qui seront les fers de lance de la compétition économique internationale. Mais à l'autre extrême, on a une véritable explosion des emplois à très très faible niveau de qualification, particulièrement dans le secteur des services. En France, depuis 1994, c'est ça, 94, j'ai du mal avec la traduction dans votre système bizarre. Non mais on comprend nous. Hein. Oui, moi je dois m'habituer quand même. Donc, depuis 1994, donc à peu près depuis qu'on parle d'économie et de société de la connaissance. Jusqu'en 1994, les statistiques d'évolution de l'emploi non qualifié en France avaient connu un déclin constant, depuis le début du XXe siècle à peu près. Je dis bien le début du XXe, parce qu'au XIXe, c'est différent. Au XIXe, on avait une augmentation de l'emploi non qualifié avec le machinisme et l'industrialisation. Mais depuis le début du XXe siècle, déclin constant, en proportion bien sûr, en part de l'emploi total, déclin constant de l'emploi non qualifié. Depuis 1994, on a une augmentation de plus d'1 million d'unités d'équivalent temps plein dans l'emploi non qualifié en France. Plus d'1 million d'emplois non qualifiés supplémentaires. Attention, quand je dis emplois non qualifiés, ce ne sont pas des travailleurs non qualifiés, forcément. Ce sont des emplois qui ne requièrent pas de qualification particulière, mais qui sont parfois occupés par des gens qui ont une qualification. Mais des emplois qui ne requièrent pas de qualification, il y a une augmentation de 1 million d'unités de ces emplois au cours des 15 dernières années. Je vais prendre des chiffres qui ne concernent pas la France, qui proviennent d'un pays qui a un appareil statistique extrêmement performant, ce sont les États-Unis. Voilà. J'ai ici la liste des, je ne sais plus combien il y en a exactement, je crois 25 emplois, des jobs,
qui, aux États-Unis, ont connu la plus forte croissance en volume au cours des 10 dernières années. Ce sont des données qui proviennent du Monthly Labor Review, c'est une revue théorique publiée par le département fédéral américain de l'emploi. Sur ces oui, 25 à peu près emplois, il y en a, si je compte bien, 4 qui sont des emplois à 5 qui sont des emplois à très très haut niveau de qualification. Des développeurs informaticiens, des managers des cadres, des enseignants du post-secondaire, des ingénieurs systèmes et des analystes informaticiens. 5 emplois sur les 25. Et puis il y en a 2 qui sont des emplois à un niveau de qualification intermédiaire. Ce sont les infirmiers et les instituteurs. Et tous les autres, à une exception près, tous les autres sont qualifiés dans ce document de, je vous le dis en anglais, Short Term On-the-Job Training, formation de courte durée sur le tas. Et le Monthly Labor Review précise que par formation de courte durée sur le tas, il faut entendre, tenez-vous bien, une formation de 48 heures. 48 heures de formation pour être utilisable dans les... Combien est-ce qu'il en reste? J'en ai dit 25, moins 5, moins 2. Hein, d'accord, vous faites le compte. Emploi qui reste. À peu près 60% du total. Je vais vous en citer quelques-uns pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Numéro 1. L'emploi qui a connu la plus forte croissance en volume au cours des 10 dernières années aux États-Unis, restauration et fast-food. Alors, numéro 2, c'était cette fameuse exception, j'avais dit il y a une exception, c'est l'accueil client. Accueil client, non, il y a 2 exceptions, il y a accueil client et conducteur et camionneur. Ce sont les 2 exceptions, ce sont des middle term on the job, formation de moyenne durée sur le tas, 2 mois de formation. Accueil client. Numéro 3, vendeur au détail. Numéro 4, caissier. Numéro 5, clerc de bureau. Ce que les Américains appellent un clerc de bureau, c'est un employé général de bureau. Sans qualification, donc, formé en 48 heures. Donc, 48 heures, il apprend sur le tas ce qu'on apprend bien. Alors, essayons de nous arrêter un peu à cet emploi, parce qu'il est symptomatique de ces nouveaux emplois non qualifiés qui émergent à partir du milieu des années 90. Cet employé général de bureau, c'est clerc de bureau, il a sur son bureau un ordinateur et sans doute un téléphone. Sur son ordinateur, il a toute la suite logicielle Microsoft, donc il a un traitement de texte, dans lequel il doit sans doute pas pouvoir écrire de longues lettres, mais il doit pouvoir écrire quelques notes sans trop de fautes. Il a un tableur Excel dans lequel il doit pouvoir introduire des données dans un tableau que quelqu'un d'autre aura préparé pour lui. Il a une base de données, là non plus il n'est pas appelé à programmer, mais il est appelé à pouvoir utiliser, il doit savoir qu'en tapant sur table, il passe d'une cellule à la cellule suivante pour être efficace dans ce genre de travail. Il a sans doute une boîte mail aussi, une boîte de courrier électronique, il reçoit des courriers électroniques, il répond brièvement oui monsieur un tel va vous répondre bientôt, il élimine le pourriel, le spam qui encombre cette boîte et il transfère les mails vers les personnes qui en ont besoin dans l'entreprise. Il a peut-être aussi un logiciel de dessin et pour les choses importantes, on va faire appel à une société de graphisme extérieure, mais pour une petite invitation à usage interne dans l'entreprise, c'est lui qui va faire le petit carton d'invitation. Il a un téléphone, il doit pouvoir répondre oui, bonjour, ici la firme Intel, je vais vous passer monsieur ou madame Intel. Il doit aussi éventuellement pouvoir dire yes, I give you Mr. Machin, d'accord ? Je ne sais pas si vous voyez le genre d'emploi dont il s'agit. Quand on parle aujourd'hui d'emplois non qualifiés, on parle d'emplois qui font appel à une kyrielle de compétences de très bas niveau, mais extrêmement variables. Ce sont des emplois où on est amené à occuper des tâches extrêmement variables au cours d'une même journée de travail ou au cours d'une, j'allais dire d'une carrière, c'est une bêtise, il n'y a plus de carrière, au cours du temps que l'on passe dans cette entreprise. Ce sont des emplois flexibles, où on exige de la flexibilité, de l'adaptabilité, de la capacité de s'adapter à des tâches changeantes, changeant régulièrement. Je continue la liste. Après
clercs de bureau, 430 000 nouveaux emplois en 10 ans. On a les agents de sécurité. Je suppose qu'aux États-Unis, on apprend aussi en 48 heures à se servir d'un revolver, où c'est là encore une compétence universellement partagée à l'âge de 18 ans. Serveurs, serveuses, conducteurs de camionnettes, personnel de nettoyage et d'entretien. Alors, je n'ai jamais réussi à savoir ce que c'est exactement. Ce sont des assistants d'enseignement formés en 48 heures. J'imagine que ce sont ceux qui surveillent à l'entrée des écoles s'ils n'entrent pas avec leur matériel d'entraînement pour devenir ensuite agent de sécurité. Aides-soignants à domicile, là encore, je suppose que c'est autre chose que les aides-soignants à domicile qualifiés dont nous parlons, nous, en Europe. J'ose à peine imaginer le genre de tâches qu'on leur demande de faire. Manœuvre. Ah, manœuvre, ça c'est intéressant. C'est le premier emploi non qualifié, il vient en 20e position à peu près. C'est le premier emploi non qualifié qui est ce qu'on appelait jadis des emplois non qualifiés, c'est-à-dire un emploi non qualifié de type industriel. Tous les autres sont des emplois non qualifiés dans le secteur des services. D'accord. Travailleurs d'entreprise de jardinage. Et alors les intraduisibles, je les ai laissés en anglais, food counters. Food, F-O-O-D, counters. Littéralement les compteurs de nourriture. Qu'est-ce que les compteurs de nourriture? Les compteurs de nourriture, ce sont d'une part les gens qui travaillent à des comptoirs dans des gares pour vendre ce qui passe pour être des sandwichs. Et ce sont d'autre part des gens qui remplissent les distributeurs automatiques de canettes de coca, de pizza, de sandwichs avec des dates de péremption à 5 ans et des choses comme ça. Ne rigolez pas, ça existe vraiment, hein, les sandwichs avec date de péremption à 5 ans. Non, alors, on fait une petite pause. C'est un brevet de l'armée américaine. Les sandwichs emballés sous vide avec une date de péremption à 5 ans, brevet de l'armée américaine qui a été racheté par une entreprise spécialisée dans la vente de trucs en ligne. Alors pourquoi ils achètent ce brevet? C'est très intéressant pour voir aussi le type de travail. Pensez au travail de celui qui remplit ses distributeurs de sandwichs. Jadis, qu'est-ce qu'il faisait? Il arrivait, il ouvrait, il regarde la rangée de sandwichs au poulet. Il doit retirer les 4 sandwichs qui restent au fond. Il doit les compter. 1, 2, 3, 4. Puis, il doit savoir qu'il y a place pour 12 sandwichs. Il doit donc faire 12 moins 4, 8. Il prend 8 sandwichs dans sa boîte, il les met au fond, il reprend les 4 sandwichs qu'il avait sortis, il les remet devant. D'accord? Vous voyez la procédure? Avec des sandwichs emballés sous vide, avec une date de péremption à 5 ans, plus de question. On laisse les sandwichs au fond, on prend les sandwichs, on remet devant. Et on se dit, en 5 ans, ce serait bien le diable si on n'arrivait pas à un moment à vider le truc. C'est un brevet qui a été mis au point par l'armée américaine, je suppose, pour leurs soldats perdus dans le désert de Libye ou ailleurs. Il y avait besoin de sandwichs durables. Donc ça, c'est les food counters, les compteurs de nourriture. 258 000 nouveaux emplois créés en 10 ans. Exactement le même nombre que les analystes informaticiens. Vous aurez souvent lu dans la presse qu'on manque cruellement d'informaticiens. Vous n'aurez jamais lu qu'on manque de remplisseurs, de distributeurs de canettes de Coca-Cola. Les conducteurs de camionnettes, les réceptionnistes, les emballeurs, et ensuite viennent les instituteurs, mais ça c'est un emploi à faible niveau de qualification. Vous avez vu l'image de l'évolution du marché du travail? 5 emplois sur 25, c'est beaucoup, hein. 5 sur 25 qui sont des emplois de niveau Bac plus 5, 6, 7. C'est énorme. C'est nouveau aussi, ça. Et puis, 2 emplois seulement à un niveau de qualification intermédiaire. Ça, c'est très peu. Et une foule d'emplois à très très faible niveau de qualification, mais d'une nature totalement différente de ce que jadis on appelait l'emploi non qualifié. Alors, numéro 2, c'était cette fameuse exception. J'avais dit il y a une exception, c'est l'accueil client. Accueil client, non, il y a 2 exceptions. Accueil client et conducteur et camionneurs sont les 2 exceptions. Ce sont des middle term on the job, formation de moyenne durée sur le tas. 2 mois de formation. Accueil client. Numéro 3, vendeur au détail. Numéro 4, caissier. Numéro 5, clerc de bureau. Ce que les Américains appellent un clerc de bureau, c'est un employé général de bureau. Sans qualification, donc, formé en 48 heures. Donc, en 48 heures, il apprend sur le tas ce qu'on apprend bien. Alors, essayons de nous arrêter un peu à cet emploi, parce qu'il est symptomatique de ces nouveaux emplois non qualifiés qui émergent à partir du milieu des années 90.
Cet employé général de bureau, c'est clerc de bureau, il a sur son bureau un ordinateur et sans doute un téléphone. Sur son ordinateur, il a toute la suite logicielle Microsoft, donc il a un traitement de texte dans lequel il doit sans doute pas pouvoir écrire de longues lettres, mais il doit pouvoir écrire quelques notes sans trop de fautes. Il a un tableur Excel dans lequel il doit pouvoir introduire des données dans un tableau que quelqu'un d'autre aura préparé pour lui. Il a une base de données, là non plus il n'est pas appelé à programmer, mais il est appelé à pouvoir utiliser, il doit savoir qu'en tapant sur table, il passe d'une cellule à la cellule suivante pour être efficace dans ce genre de travail. Il a sans doute une boîte mail aussi, une boîte de courrier électronique, il reçoit des courriers électroniques, il répond brièvement « oui, monsieur Intel va vous répondre bientôt », il élimine le pourriel, le spam qui encombre cette boîte et il transfère les mails vers les personnes qui en ont besoin dans l'entreprise. Il a peut-être aussi un logiciel de dessin et pour les choses importantes, on va faire appel à une société de graphisme extérieure, mais pour une petite invitation à usage interne dans l'entreprise, c'est lui qui va faire le petit carton d'invitation. Il a un téléphone, il doit pouvoir répondre oui, bonjour, ici la firme Intel, je vais vous passer monsieur ou madame Intel. Il doit aussi éventuellement pouvoir dire yes, I give you Mr. Machin, d'accord ? Je ne sais pas si vous voyez le genre d'emploi dont il s'agit. Quand on parle aujourd'hui d'emplois non qualifiés, on parle d'emplois qui font appel à une kyrielle de compétences de très bas niveau, mais extrêmement variables. Ce sont des emplois où on est amené à occuper des tâches extrêmement variables au cours d'une même journée de travail ou au cours d'une, j'allais dire d'une carrière, c'est une bêtise, il n'y a plus de carrière, au cours du temps que l'on passe dans cette entreprise. Ce sont des emplois flexibles, où on exige de la flexibilité, de l'adaptabilité, de la capacité de s'adapter à des tâches changeantes, changeant régulièrement. Je continue la liste. Après les clercs de bureau, 430 000 nouveaux emplois en 10 ans, on a les agents de sécurité. Je suppose qu'aux États-Unis, on apprend aussi en 48 heures à se servir d'un revolver, où c'est là encore une compétence universellement partagée à l'âge de 18 ans. Serveurs, serveuses, conducteurs de camionnettes, personnel de nettoyage et d'entretien. Alors, je n'ai jamais réussi à savoir ce que c'est exactement. Ce sont des assistants d'enseignement formés en 48 heures. J'imagine que ce sont ceux qui surveillent à l'entrée des écoles s'ils n'entrent pas avec leur matériel d'entraînement pour devenir ensuite agent de sécurité. Aides-soignants à domicile, là encore, je suppose que c'est autre chose que les aides-soignants à domicile qualifiés dont nous parlons, nous, en Europe. J'ose à peine imaginer le genre de tâches qu'on leur demande de faire. Manœuvre. Ah, manœuvre, ça c'est intéressant. C'est le premier emploi non qualifié, il vient en 20e position à peu près. C'est le premier emploi non qualifié qui est ce qu'on appelait jadis des emplois non qualifiés, c'est-à-dire un emploi non qualifié de type industriel. Tous les autres sont des emplois non qualifiés dans le secteur des services. D'accord ? Travailleurs d'entreprise de jardinage. Et alors les intraduisibles, je les ai laissés en anglais, food counters. Food, F-O-O-D, counters. Littéralement les compteurs de nourriture. Qu'est-ce que les compteurs de nourriture? Les compteurs de nourriture, ce sont d'une part les gens qui travaillent à des comptoirs dans des gares pour vendre ce qui passe pour être des sandwichs. Et ce sont d'autre part des gens qui remplissent les distributeurs automatiques de canettes de coca, de pizza, de sandwichs avec des dates de péremption à 5 ans et des choses comme ça. Ne rigolez pas, ça existe vraiment, hein, les sandwichs avec date de péremption à 5 ans. Non, alors on fait une petite pause. C'est un brevet de l'armée américaine. Les sandwichs emballés sous vide avec une date de péremption à 5 ans, brevet de l'armée américaine qui a été racheté par une entreprise spécialisée dans la vente de trucs en ligne. Alors pourquoi ils achètent ce brevet? C'est très intéressant pour voir aussi le type de travail. Pensez au travail de celui qui remplit ses distributeurs de sandwichs. Jadis, qu'est-ce qu'il faisait? Il arrivait, il ouvrait, il regarde la rangée de sandwichs au poulet.
il doit retirer les 4 sandwichs qui restent au fond. Il doit les compter. 1, 2, 3, 4. Puis, il doit savoir qu'il y a place pour 12 sandwichs. Il doit donc faire 12 moins 4, 8. Il prend 8 sandwichs dans sa boîte, il les met au fond, il reprend les 4 sandwichs qu'il avait sortis, il les remet devant. D'accord? Vous voyez la procédure? Avec des sandwichs emballés sous vide, avec une date de péremption à 5 ans, plus de question. On laisse les sandwichs au fond, on prend les sandwichs, on remet devant. Et on se dit, en 5 ans, ce serait bien le diable si on n'arrivait pas à un moment à vider le truc. C'est un brevet qui a été au moins mis au point par l'armée américaine, je suppose, pour leurs soldats perdus dans le désert de Libye ou ailleurs, qui avaient besoin de sandwichs durables. Donc ça, c'est les food counters, les compteurs de nourriture. 258 000 nouveaux emplois créés en 10 ans. Exactement le même nombre que les analystes informaticiens. Vous aurez souvent lu dans la presse qu'on manque cruellement d'informaticiens. Vous n'aurez jamais lu qu'on manque de remplisseurs, de distributeurs de canettes de Coca-Cola. Les conducteurs de camionnettes, les réceptionnistes, les emballeurs, et ensuite viennent les instituteurs, mais ça c'est un emploi à faible niveau de qualification. Vous avez vu l'image de l'évolution du marché du travail? 5 emplois sur 25, c'est beaucoup, hein. 5 sur 25 qui sont des emplois de niveau Bac plus 5, 6, 7. C'est énorme. C'est nouveau aussi, ça. Et puis, 2 emplois seulement à niveau de qualification intermédiaire. Ça, c'est très peu. Et une foule d'emplois à très très faible niveau de qualification, mais d'une nature totalement différente de ce que jadis on appelait l'emploi non qualifié. Cette évolution est joliment décrite par certains chercheurs américains comme une polarisation en Mac Jobs et Mac Jobs. Le premier Mac étant écrit M-A-C et le deuxième Mac étant écrit M-C. Le premier Mac fait allusion au Macintosh d'Apple, c'est-à-dire les emplois au niveau technologique, et puis les Mac Jobs MC, McDonald's, d'accord? Bien. Quelles conséquences est-ce que ça a pour l'enseignement? Première conséquence pour l'enseignement, c'est que si le marché du travail se polarise, se dualise, est-ce qu'il est encore censé, je veux dire en bonne logique de rentabilité économique, est-ce qu'il est encore censé de poursuivre un mouvement de massification de l'enseignement ou même de démocratisation de l'enseignement, si tant est qu'il n'y ait jamais eu une démocratisation réelle de l'enseignement? Est-ce que ça a encore du sens de mettre de l'argent dans une massification, une démocratisation de l'enseignement? Alors, la réponse logique semble être non, mais jusqu'à il y a quelques années, j'avais eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui l'avouait avec clarté et avec sincérité. Jusqu'à ce que, grâce à vous, je veux dire grâce à la France, nous ayons eu, grâce à certains Français, parce que j'ai un peu de désordre dans mes papiers, voilà, ici. Jusqu'à ce que nous tombions sur le rapport Tello. Le rapport Tello écrit ceci. Enfin, Tello écrit ceci dans son rapport. La part des emplois peu qualifiés, ou requérant seulement une qualification d'ordre comportemental ou relationnel, demeurera considérable dans l'avenir. Certains domaines d'activité, comme la vente et les services à la personne, devraient même donner lieu à une création d'emplois importants. Donc là, Tello montre simplement qu'il connaît les chiffres que je viens de vous montrer. Et puis il conclut. La notion de réussite scolaire, pour tous, ne doit donc pas prêter à malentendu. Elle ne veut certainement pas dire que l'école devrait se proposer de faire que tous les élèves atteignent les qualifications scolaires les plus élevées. Ce serait en effet une illusion pour les individus et une absurdité sociale, puisque les qualifications scolaires ne seraient plus associées, même vaguement, à la structure des emplois. M. Tello nous dit, avec un cynisme extraordinaire, si tout le monde réussit trop bien à l'école, si tout le monde s'élève dans les apprentissages à l'école, et qui c'est qui va remplir les distributeurs automatiques de canettes de coca? Qui c'est qui va faire ce sale boulot d'employé général de bureau où on attend de lui juste qu'il sache un peu manipuler les logiciels Microsoft et qu'il sache baragouiner deux, trois phrases dans une langue étrangère? Et puis j'ai trouvé encore plus cynique que ça. À peu près de la même époque date la citation suivante. Elle vient de l'OCDE, celle-là. Un chercheur de l'OCDE écrit, enfin un rapport de l'OCDE écrit, c'est un grand rapport de l'OCDE sur l'école. Tous les élèves, n'embrasseront pas une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie,
En fait, la plupart ne le feront pas. De sorte que les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. Les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. J'ai eu dans mes cours de physique à l'université, et toi sans doute dans tes cours de mathématiques, des cours de logique formelle. Et nous avons donc appris que la phrase « les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin » est équivalente à la proposition « les programmes scolaires doivent être conçus de sorte que certains au moins n'aillent pas trop loin ». D'accord? C'est bien la même proposition. La résolution de la contradiction que j'évoquais tout à l'heure. Comment va-t-on faire mieux entre guillemets, mieux en termes de soutien de l'école à l'économie avec moins de moyens? Trouve ici une première réponse tout à fait limpide, claire. On va faire mieux pour quelques-uns en faisant moins pour tous les autres. D'accord? Le monsieur de l'OCDE qui a écrit ce texte, c'est qui? Son nom, c'est un rapport. Je ne connais pas le nom, de l'auteur, mais je peux vous trouver le document de l'OCDE d'où ça vient. Non, monsieur qui l'a écrit. Non, ça je ne le sais pas. Il faudrait. Oui. Ça va expliquer. Il est anonyme, je préfère être anonyme. Mais non, mais ce nom n'est pas connu pour la simple raison qu'il s'agit d'un rapport officiel de l'OCDE. Dans les rapports officiels de l'OCDE, les auteurs ne sont pas mentionnés. Mais non, néanmoins, vous savez que l'OCDE a ses bureaux à Paris, et donc le monsieur qui a écrit ce texte, si ça se trouve, il habite quelque part à Paris, et puis il a peut-être des enfants aussi, hein, et quand il cherche une école pour ses enfants, j'imagine que comme chacun d'entre nous, il cherche une école qui permette à ses enfants d'aller le plus loin possible, d'accord? C'est ce que nous faisons tous, je suppose. Et puis, après avoir conduit ses enfants donc, dans cette école sur la rive nord de la montagne Sainte-Geneviève, du côté du lycée Henri IV, ou que sais-je moi, il passe de l'autre côté de la montagne Sainte-Geneviève, un peu plus bas, il y a les bâtiments de l'OCDE, et il écrit dans un document, les programmes scolaires ne doivent surtout pas être conçus comme si tous devaient aller loin. Parce que si tous vont loin, quel est l'avantage pour mes enfants à moi d'aller au lycée Henri IV? Ça n'a plus aucun intérêt. D'accord? Bien. 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 Vous avez remarqué dans la liste des emplois qu'il y a deux caractéristiques. Un, polarisation du marché du travail, grand nombre d'emplois à faible niveau de qualification. Mais il y a une deuxième caractéristique que j'ai évoquée, c'est la nature de ces emplois dits non qualifiés. Je mets non qualifiés entre guillemets parce que, en fait, quand on regarde un petit peu, il y a plein de compétences qui sont demandées. D'accord? Mais justement, ces compétences, on va demander que tout le monde les ait acquises à la fin de l'enseignement obligatoire. Et donc, ce qui va être demandé, c'est deux choses. Premièrement, que tout le monde soit flexible et adaptable. Ça veut dire que le rôle de l'école ne va plus être de transmettre des savoirs. Le rôle de l'école va être de faire en sorte que tout le monde soit flexible et adaptable. Pour le dire avec les mots de nos responsables, par exemple, dans la bouche de Madame Cresson, à l'époque, je m'excuse de citer souvent Madame Cresson, mais c'est elle qui était commissaire européen au moment où ces politiques ont pour la première fois été mises en route. Madame Cresson écrivait ceci, je cite, « Le savoir est devenu dans nos économies et nos sociétés en évolution rapide un produit périssable. Ce que nous apprenons aujourd'hui sera dépassé, voire superflu demain. » En d'autres mots, les savoirs ne sont plus l'élément important. Ce qui compte maintenant, c'est les compétences et la formation tout au long de la vie. Bon, je m'arrête d'abord sur la formation tout au long de la vie. Je souhaite évidemment ardemment que les élèves qui passent dans mes classes, que mes enfants aussi, apprennent à apprendre tout au long de leur vie toutes les richesses des sciences, de l'histoire, des différentes formes d'expression artistique et culturelle, bref, qu'ils acquièrent de l'économie, de la géographie, qu'ils acquièrent tous ces savoirs, tous ces savoir-faire, toutes ces valeurs qui donnent force pour comprendre le monde dans lequel ils vont vivre, pour participer à la transformation de ce monde vers plus de justice, plus d'égalité, moins de barbarie guerrière. Alors rassurez-vous, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Quand on nous parle de la formation tout au long de la vie, l'OCDE explique de quoi il s'agit. L'apprentissage tout au long de la vie repose sur l'idée que la préparation à la vie active
ne peut plus être envisagée comme définitive et que les travailleurs doivent suivre une formation continue pendant leur vie professionnelle. Pourquoi? Pour pouvoir rester productifs et employables. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas de favoriser l'accès de tous à toutes les richesses de la culture, c'est favoriser le fait que les gens puissent rester productifs et employables dans des carrières, ou dans des non-carrières plutôt, où ils seront amenés à passer souvent d'un poste à un autre, d'un type d'emploi à un autre, d'une tâche à une autre. C'est ça, assurer cette flexibilité, cette employabilité. D'où aussi le glissement dans les programmes des savoirs vers les compétences. Parce que si les savoirs sont trop vite obsolètes, alors qu'est-ce qu'il faut enseigner? Il faut enseigner, non pas des savoirs, mais la capacité de mobiliser des savoirs nouveaux que l'on rencontrera peut-être demain, un jour, qui sait, sur la voie professionnelle que l'on va rencontrer ou que l'on va choisir. D'accord? C'est cette capacité, donc peu importe ce que vous savez, du moment où vous soyez prêt à apprendre ce que vous dira d'apprendre et à l'utiliser quand vous en aurez besoin. Ça donne ceci dans les textes de l'OCDE. L'OCDE explique pour quelles raisons ces compétences, somme toute assez classiques, se retrouvent-elles maintenant sur le devant de la scène scolaire? Réponse: c'est parce que les employeurs ont reconnu en elles des facteurs clés de dynamisme et de flexibilité. Une force de travail dotée de ces compétences sera à même de s'adapter continuellement à la demande et à des moyens de production en constante évolution. Donc, tous ceux qui, en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, ont vécu au cours des années 2000 et dans certains de ces pays même avant, à la fin des années 90, l'introduction de ce qu'on a appelé l'approche par les compétences, l'entrée de l'enseignement dans l'approche par les compétences, on leur a vendu ça très souvent au nom de préceptes pédagogiques, mais ça n'a rien à voir avec la pédagogie, ça n'a strictement rien à voir avec la pédagogie. Et en ce sens, dire que c'est la pédagogie qui détruit l'école, c'est même pas vrai. C'est pas le pédagogisme de la pédagogie, c'est l'économie qui est là et qui dicte l'introduction de cette approche par les compétences. Et d'ailleurs, soit dit entre parenthèses, et c'est une toute petite parenthèse que je ne creuserai pas, les prétentions de cette approche par les compétences d'être une prétendue héritière des pédagogies constructivistes, c'est-à-dire pédagogie Freinet, par exemple, sont tout à fait usurpées et ce sont vraiment des pratiques pédagogiques totalement différentes. Autant personnellement je suis un défenseur des pratiques pédagogiques constructivistes de type Freinet, autant je pense que l'approche par les compétences tourne complètement le dos à cela. Dans la pédagogie Freinet, l'objectif reste bien le savoir. Et le travail de l'élève sur des chantiers de problèmes est l'outil pour réaliser, pour arriver à ce savoir. On peut discuter de la pertinence de la méthode, mais l'objectif reste bien le savoir. Et dans l'approche par les compétences, le travail de l'élève sur le chantier de problèmes, et le but même, c'est exercer à résoudre les problèmes, et le savoir n'est plus que l'outil que l'on va accessoirement utiliser et mobiliser à cette fin. On y reviendra peut-être s'il y a une discussion après, mais ce n'est pas le sujet, malheureusement, de la conférence. Bien. Le problème se pose alors, nous sommes quand même dans des systèmes d'enseignement où tous les élèves ont un enseignement de tronc commun jusque, alors c'est variable d'un pays à l'autre, en France c'est 15 ans, dans les pays nordiques c'est 16 ans, en Belgique c'est 12 ans, 12-13 ans, ça dépend un petit peu. Qu'est-ce qu'on va avoir comme tronc, comme socle commun de formation pour des enfants qui vont rester à l'école ensemble jusqu'à 14-15 ans, et dont les uns vont être ensuite envoyés vers des filières qui les prépareront à être les fers de lance de la compétition économique internationale avec des bac plus 5, bac plus 6, et d'autres vont aller occuper les emplois pour le niveau de qualification. Quel est ce socle commun? La Commission européenne et l'OCDE et d'autres encore se sont penchés sur cette question et ils ont d'abord écrit ceci. Les connaissances, c'est la Commission européenne qui parle par la voix du service Eurydice, les connaissances évoluent à un rythme tel que les écoles sont contraintes de se borner à doter les élèves des bases qui leur permettront de développer par eux-mêmes leurs connaissances dans les domaines qui les intéressent. Alors, remarquez l'euphémisme qui les intéresse, c'est évidemment pas les domaines qui les intéressent, c'est les domaines qui intéresseront leurs futurs employeurs. Il est en effet impossible de tout leur enseigner dans un monde où la somme de connaissances et d'informations augmente de manière exponentielle. Ça aussi,
je n'ai jamais compris, Claude Allègre aussi, il avait cette formule-là, l'empilement des connaissances. Je n'ai jamais compris pourquoi, plus il y a de connaissances, moins il faudrait en enseigner. Il faudra qu'un jour quelqu'un me l'explique. Toujours est-il qu'ils ont alors établi la liste de ces fameuses compétences de base, hein, ou socle de compétences, comme on voudra l'appeler, peu importe, ces compétences de base. Alors je vais vous les lire, les compétences de base. Je voudrais qu'en entendant la lecture, vous pensiez à l'un de ces emplois à faible niveau de qualification que nous évoquions tout à l'heure, et les choses vont tout de suite devenir parfaitement claires. Compétence numéro 1, communication dans la langue maternelle. Remarquez bien, on ne dit pas apprendre, découvrir le plaisir de la lecture, hein, ou de la littérature, ou apprendre à écrire, ne plus que ça, apprendre à rédiger convenablement un texte. Non, c'est communiquer dans la langue maternelle. D'accord ? C'est bien le côté instrumental de la langue qui est ici premier. Communication dans la langue maternelle. Lorsque je monte à bord du TGV pour mes conférences en France, la première chose, c'est j'entends quelqu'un qui me communique dans sa langue maternelle et dans la mienne. Non, c'est pas la mienne, mais bon, peu importe. Le bar est ouvert, voiture 7. Ensuite, il faut aussi qu'il sache communiquer dans une langue étrangère. The bar is open in coach 7, der bar is geöffnet in Fahrzeug 7, the bar is open in Rijtuig 7. Je peux vous le dire en luxembourgeois aussi, mais ça, c'est vous qui ne le comprenez pas, et puis ça, ils ne le disent jamais. 3. Culture, mathématiques et compétences de base en sciences et technologies. Jetez un coup d'œil dans la voiture 7 du TGV, derrière le bar. 4. Lecteurs de cartes bancaires. 6 systèmes différents de chauffage. Four mixte, four traditionnel, four micro-ondes, grille-pain. Et puis surtout, dans le coin tout à fait derrière, il y a un tableau électrique avec une feuille collée sur le tableau électrique, une longue feuille, qui explique à l'employé du bar ce qu'il doit faire en cas de panne de courant et puis de reprise du courant. Il ne faut pas qu'il remette directement en route le courant sur tous les trucs. Il faut qu'il mette d'abord la moyenne tension et puis le triphasé, et puis, enfin, je ne connais pas toute la procédure, mais c'est horriblement compliqué, parce que s'il ne le fait pas, tous ces appareils, tous ces jeux d'appareils sont grillés. Donc, il lui faut des compétences de base en sciences et technologies. Culture numérique. Ben oui, la culture numérique, ou ce qu'on appelle aussi parfois l'alphabétisation numérique. On a ce petit ordinateur là à bord, on doit introduire les chiffres de vente, hein, on doit, le remplisseur de distributeur automatique de canettes de Coca, lui aussi, il doit rentrer les chiffres de vente, il doit rentrer dans une base de données les pannes observées, les remarques sur les dysfonctionnements des machines, etc. Culture numérique. Hein, faut connaître le b.a.-ba de l'utilisation d'un système clavier, écran, souris, comprendre que si à l'écran apparaît la mention glisser l'icône dans la corbeille, il ne faut pas prendre le portrait du président et le mettre dans la poubelle. Apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. Le jour où le camionneur de la Coca-Cola Company trouve à bord de sa camionnette un système de positionnement GPS. On dit aussi GPS, oui. Un système de positionnement GPS, il ne faut pas qu'il dise à son patron, il me faut 2 semaines de formation avant de pouvoir me servir de ce truc-là. Il faut qu'en quelques clics, il découvre par lui-même comment utiliser ce GPS pour optimiser son circuit de distribution dans nos villes encombrées de circulation et de manifestants. Compétences interpersonnelles, interculturelles, compétences sociales et civiques. Le bar du TGV, il se trouve entre la dernière voiture de la première classe et la première voiture de la deuxième classe. Et il faut des compétences interculturelles, des compétences sociales et civiques, et puis j'oubliais la sensibilité culturelle, pour pouvoir faire la conversation avec des clients aussi différents que l'un qui vient noyer la chute de ses actions en bourse et l'autre fêter le succès de son équipe de rugby anglaise préférée. Et enfin, il lui faut de l'esprit d'entreprise, c'est la dernière des compétences. Petite parenthèse, la Commission européenne explique que l'esprit d'entreprise doit être inculqué aux enfants dès l'école maternelle. Dès l'école maternelle, il faut développer l'esprit d'entreprise. Un jour, je descendais du TGV et devant moi descendait le monsieur qui travaille au bar et je l'entends parler à son collègue qui montait prendre la relève à bord de ce train et il lui dit aujourd'hui j'ai fait le 17h32, c'était pas génial.
mais demain, je ferai le 18h45, ça rapporte. Et j'ai compris, j'avais pas compris jusque-là, que ces gens, ils ne sont pas simplement payés un salaire fixe, probablement très, très médiocre d'ailleurs, mais ils touchent un pourcentage sur leur chiffre de vente. Et j'ai aussi compris du coup pourquoi toutes les 10 minutes on me rappelait que le bar était ouvert en voiture 7. C'est ça l'esprit d'entreprise. Bien. Il faut peut-être que j'arrête, hein. Je suis en train de dépasser largement mon temps de parole, mais c'est parce que vous rigolez, alors je me laisse emporter. Le glissement vers les compétences a d'autres aspects. Le glissement des qualifications, de la qualification vers la compétence, de la qualification vers l'employabilité, comme on dit aujourd'hui, accompagne aussi une dérégulation générale du marché du travail. Tant que le marché du travail est régulé par des qualifications, à ces qualifications sont associées des garanties sur le plan salarial, sur le plan des conditions de travail, sur le plan de la protection sociale, des garanties qui font l'objet de négociations collectives entre le patronat et les organisations de travailleurs. Et dans un environnement où la compétition est exacerbée, le patronat fait aussi pression pour que l'on déréglemente ce marché du travail, on libéralise ce marché du travail. Et la compétence joue un rôle important là-dedans, parce qu'avec les compétences, on n'a plus un paquet standardisé de qualifications qui fait l'objet de cette reconnaissance et de ces garanties. Chaque travailleur se retrouve seul comme individu dans sa relation avec son employeur. Et c'est seul comme individu, donc en situation de faiblesse, qu'il va devoir négocier ses conditions salariales, ses conditions de travail. J'ai parlé de flexibilité, d'adaptabilité. Ce ne sont pas seulement les travailleurs qui sont amenés à être flexibles et adaptables, c'est aussi le système éducatif lui-même auquel on demande d'être flexible et adaptable pour pouvoir s'adapter aux attentes changeantes de l'environnement social ou économique local. D'où, dès la fin des années 80, le patronat européen, par la bouche de la table ronde européenne des industriels, l'un des plus puissants lobbies patronaux européens, pas le plus nombreux, le RT, European Roundtable, ce ne sont qu'une soixantaine d'entreprises qui sont représentées, mais ce sont des entreprises de pointe technologique, les plus puissantes, entreprises du secteur de l'automobile, de la chimie, de la pétrochimie, du traitement des eaux, etc. Donc ces 60 entreprises représentées au sein de l'ERT ont publié plusieurs rapports sur l'éducation. Et notamment dans un rapport fin des années 80, ils écrivaient déjà, je cite, « La table ronde regrette que l'administration de l'école soit dominée par des contraintes bureaucratiques. » Alors moi aussi, parfois, je regrette des contraintes bureaucratiques, mais vous allez voir que ce n'est pas pour les mêmes raisons que... Les pratiques administratives sont souvent trop rigides pour permettre aux établissements d'enseignement de s'adapter aux indispensables changements requis par le rapide développement des technologies modernes et les restructurations industrielles et tertiaires. Et de recommander, là je résume un peu ce qu'il disait, recommander de remplacer ce lourd paquebot, ces lourds paquebots que sont les services, les systèmes éducatifs nationaux, par des petites flottilles de navires, c'est-à-dire des écoles autonomes en situation de compétition, qui par le jeu de cette compétition vont beaucoup plus facilement s'adapter aux conditions, aux attentes, aux besoins locaux de l'économie, de l'environnement économique. Une autre raison pour laquelle il recommande de déréguler, d'abandonner les systèmes publics d'enseignement, c'est aussi parce que c'est un moyen, là on rejoint un petit peu la thèse de Morisson tout à l'heure, c'est un moyen aussi de briser les résistances. Où est-ce que je l'ai mis cette citation sur briser les résistances? Je me suis promis depuis des années que j'allais mettre un jour de l'ordre dans toutes mes notes, mais vous y avez échappé malheureusement. C'est pas celle-là, zut. Je ne vais pas la retrouver. Je suis vraiment désolé, je ne la trouve plus. J'avais une citation qui disait, je ne la trouve plus, qui disait mettre les écoles en compétition, c'est aussi un moyen de briser la résistance traditionnelle
des fonctionnaires, donc des enseignants, à tout changement. À partir du moment où les écoles sont mises en compétition entre elles, les enseignants seront eux-mêmes obligés d'accepter toutes les réformes qu'on est en train de... Je ne sais plus où j'ai mis la citation, peu importe. Pour la petite histoire, il y a un aspect qui est peut-être moins bien connu, mais que je tiens quand même à souligner, c'est qu'à partir du moment où on abandonne l'enseignement géré, organisé centralement par l'État, au profit de réseaux concurrents, d'écoles concurrentes, au profit de ce qu'on appelle dans le jargon des sciences de l'éducation un quasi-marché scolaire, c'est-à-dire un système où chaque parent finalement se retrouve seul à devoir essayer de trouver l'école où il pourra inscrire son gamin ou sa gamine, eh bien on se retrouve dans un système que moi je connais bien puisque c'est le système belge. En Belgique, il n'y a aucune forme de carte scolaire. Et il y a plus d'un élève sur deux qui fréquente l'enseignement confessionnel, subventionné entièrement par l'État. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle chez nous l'enseignement libre. Et autant vous l'avouer, non, chez vous, c'est pas la même chose. Chez vous, c'est 24%. Chez nous, c'est aussi libre. Oui, nous aussi, on l'appelle. Oui, d'accord, mais chez vous, c'est 24%. Et chez nous, c'est 62%. D'accord, 62% en Flandre, c'est 75%. Et autant vous l'avouer tout de suite que je travaille dans cet enseignement-là. Donc je suis comme un ouvrier de Renault qui revendique la nationalisation, son indemnisation du secteur dans lequel il travaille. Bien, c'est là que j'ai trouvé du travail et j'ai continué d'y travailler. Mais c'est une catastrophe. Nous sommes le pays d'Europe où les inégalités sociales et la ségrégation sociale de l'enseignement sont les plus fortes. Pourquoi? Parce que par ce jeu du libre marché scolaire, et de l'obligation pour les parents de trouver une école, on a des phénomènes formidables de concentration sociale. Beaucoup plus forts encore que ce que vous avez aussi des phénomènes de concentration sociale en France, mais pas aussi forts qu'en Belgique. Et les inégalités entre écoles, les inégalités de niveau entre écoles ne sont pas aussi grandes chez vous que ce qu'elles sont chez nous, du fait de cette totale dérégulation, de ce libre marché scolaire complet que nous connaissons, qui est totalement catastrophique. Et enfin, je termine. À partir du moment où on déréglemente le système, à partir du moment où on met le système davantage en compétition, à partir du moment où on remplace les savoirs par des compétences, il faut introduire de nouveaux mécanismes de contrôle de qualité, comme on dit, c'est-à-dire d'évaluation. Et c'est là, bien évidemment, que trouve son origine l'introduction de systèmes d'évaluation comme les enquêtes PISA, comme le système base élève, le livret personnel de compétences, parce qu'on ne peut pas glisser de ces programmes anciens basés sur les savoirs vers des programmes basés sur les compétences, sans accompagner cela de systèmes d'évaluation chargés d'accompagner cette évolution, ce changement. Voilà, ça c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, ce sont les grands axes d'évolution, et j'ai surtout essayé de montrer quelles sont les conditions objectives d'évolution du marché du travail, notamment crise économique, qui sont à l'œuvre derrière ça. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que, évidemment, ça aurait été mieux pour nous d'apprendre qu'il y avait quelque part une petite bande de comploteurs qui ont décidé tout ça. Il suffirait à ce moment-là de les dénoncer et le problème serait réglé. Mais c'est pas comme ça. La réalité, c'est qu'il y a vraiment, c'est ce que j'ai voulu montrer, il y a vraiment des conditions objectives qui poussent l'enseignement dans cette direction, dans la direction actuelle. Mais si je le dis, c'est pas pour vous dire bah, tant pis, il n'y a rien à faire, il n'y a plus qu'à s'asseoir sur son derrière et à renoncer, mais c'est parce que je pense réellement que toute résistance commence par la capacité de comprendre. On ne peut vraiment résister à ce qui nous tombe dessus que si on comprend la nature des évolutions en cours et leurs causes. Et c'est aussi un appel à ne pas isoler le combat pour la défense d'une école, de l'émancipation et d'une école publique et démocratique, de ne pas isoler ce combat-là de tous les autres combats que nous avons à mener et qui sont très étroitement et très intimement liés. En revanche, si nous ne résistons pas, alors ce qui arrivera, c'est ce que nous explique ici, c'est la dernière citation, je vous rassure, ce que nous explique ici l'OCDE. J'avais pensé terminer par celle de Christian Morisson, mais tu me l'as reprise. J'en ai une autre, elle est pas mal non plus, elle est plus courte. L'OCDE écrit ce qui arrivera si nous ne résistons pas. Les pouvoirs publics n'auront alors plus qu'à assurer l'accès à l'apprentissage
de ceux qui ne constitueront jamais un marché rentable et dont l'exclusion de la société s'accentuera à mesure que d'autres vont continuer de progresser. Fin de citation. Est-ce le comble du cynisme ou un ultime moment de lucidité? Je ne sais pas, je vous laisse seul juger. Merci. Thank you.